Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. J'ai enfin réussi à dépoussiérer cette émission, cette première qu'on avait fait il y a plus d'un an aujourd'hui. Je suis super content de vous retrouver donc les copains. Alors j'ai comme d'habitude mes comparses que j'ai pour 3 films. Donc bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour tout le monde. Et bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Et cette fois-ci, nous avons abandonné un petit peu sur le côté de la route Aurélien et David. Et nous les avons remplacés par Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Qui va réussir à faire guise de un critique pour 2. Oui, que mais tu vas réussir à... l'invité est tellement de qualité que ça vaut le coup. Donc ça me fait super plaisir de vous retrouver, en plus pour un concept un peu plus particulier que 3 films, parce que 3 films c'est vraiment de la critique pure et dure, là c'est quand même plus de la réflexion qu'autre chose, et cette fois-ci on s'est penché sur un sujet plus léger quand même que le premier. Le premier c'était quand même se poser une question sur la cinéphilie, on se posait quand même des questions un peu plus compliquées je trouve. Là ça va être plus sur les comédiens en général, et la question de cet épisode, c'est un film peut-il reposer tout son potentiel sur son acteur principal ? En première partie, je vais vous demander quels sont les comédiens qui portent leur film, et en deuxième partie, je vais aussi vous demander est-ce qu'un film dont la principale qualité est son acteur peut-il être un grand film ? Et en troisième partie, vous allez me lister 3 films portés par leur comédien principal, et on va en parler un petit peu, on va un peu faire briller notre cinéphilie. Et nous allons directement commencer par la partie 1. Donc partie 1, quels sont les comédiens qui portent leur film ? Donc je voulais commencer un peu par un truc vraiment précis, et c'est même ça qui m'a fait réfléchir sur ce podcast à la base, c'est qu'il y a 2 sortes de comédiens, ceux qui savent jouer leur propre rôle, leur propre personnage, et ceux qui savent tout jouer. Par exemple, je vais prendre 2 petits exemples comme ça, vraiment dans la base de la base. Celui qui va jouer plutôt son propre personnage, même si après il a fait autre chose, on va prendre Jim Carrey, il va jouer surtout Jim Carrey, c'est pour ça qu'on le prend, c'est pour qu'il fasse du Jim Carrey, etc. Et des gens qui savent tout jouer, on va prendre en grande base, par exemple, des gens comme Johnny Depp ou Gary Oldman, on va les grimer, on va leur faire n'importe quoi, et alors je vois que tu fais une tête bizarre Guillaume, parce que oui, Johnny Depp aujourd'hui joue un peu toujours la même chose, mais à la base c'était quelqu'un qu'on prenait pour jouer dans tous les sens. C'est pas ça que tu voulais ? Je suis totalement d'accord avec toi. Les 2 acteurs que j'ai notés ultra polyvalents, c'était littéralement Johnny Depp et Gary Oldman. Non, mais c'est pas grave, Mais voilà, mais non, mais c'est pas. On va. Le but c'est qu'on en parle et qu'on détaille un petit peu tout ça. Et ben vas-y Guillaume, explique-nous ce que toi tu penses. Alors, je pense qu'il y a des acteurs, par exemple comme Jim Carrey, qui sont souvent qui jouent toujours les mêmes rôles. Voilà, le blagueur qui fait des blagues, qui joue avec son corps, etc. L'homme élastique un peu. Mais je pense qu'il sait aussi bien jouer d'autres personnages, comme on l'a vu dans The Truman Show, dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. J'aime pas trop ce film, mais je dois dire qu'il joue vraiment bien. Et il y en a d'autres comme... Il est très bien ce film, écoutez pas Guillaume. Et il y en a d'autres, si on parle comme ça, de par exemple Steve Carell, qui je trouve... Moi, c'est comme Jim Carrey, pour moi ils sont meilleurs dans les comédies, mais en revanche, force est de constater que Steve Carell, dans des films comme, je sais pas, Little Miss Sunshine, tous les films récents en fait qu'il fait, My Beautiful Boy, Irrésistible, je sais pas, Bienvenue à Marwen, tout ça c'est des films assez récents avec Steve Carell, et il est très... Il est très polyvalent, et il sait jouer des rôles très parfois sombres, assez tristes, genre Foxcatcher aussi, j'avais détesté ce film, mais je dois dire qu'il joue, il joue un personnage assez sombre, quoi, assez bizarre, mais il le joue bien, quoi. Je me dis peut-être que je rebondis juste sur les exemples, mais Steve Carell aurait pu prendre la voix de Jim Carrey, dans le sens où il aurait pu peut-être s'enfermer dans ce rôle, parce qu'il s'est fait connaître avec beaucoup de comédies, et évidemment beaucoup de gens ont reconnu son caractère très comique, et ont vu qu'il le gérait très bien. Mais je pense qu'il a très vite travaillé ses rôles et sa filmographie pour justement ne pas
se coincer comme a pu l'être Jim Carrey, qui a essayé de faire autre chose après. Mais c'est vrai que Steve Carell, pour moi, je pense que c'est vraiment... c'est marrant parce que c'est pas la même époque, mais... Enfin, presque, mais enfin, ils ont joué ensemble dans Bruce Tout-Puissant. Et, voilà. Et du coup, Steve Carell, je me pose souvent la question pour Steve Carell si c'est pas lui dit tiens, j'ai The Office pour jouer au con. Et du coup, au cinéma, je vais partir un peu dans tous les sens et faire autre chose, tu vois. Pendant qu'il fait The Office de son côté où il fait le clown. Il a fait beaucoup de comédies quand même, Steve Carell au cinéma. Mais là où je suis d'accord avec Benjamin, c'est qu'effectivement, tu vois, le film qu'il a vraiment révélé aux yeux du grand public, c'était 40 ans toujours puceau en 2005. Et l'année d'après, en 2006, il jouait un suicidaire dans Little Miss Sunshine. Donc c'est vrai qu'effectivement, il s'y est pris assez tôt. Mais du coup, tout ça pour dire, là je m'éloigne un peu du sujet, mais tout ça pour dire que je pense pas qu'il y ait vraiment des acteurs qui soient capables. Je pense que les acteurs sont vraiment bons et ils sont pas capables de jouer qu'un seul rôle. Jim Carrey, il s'est un peu enfermé là-dedans. C'était un peu contre son gré. Et ça, Steve Mais Carell, je pense que Jim Carrey, pas forcément dans ceux qui ont leur personnage à eux, quoi. Steve Carell, à part dans The Office où il a vraiment son rôle à lui. Enfin, j'ai l'impression qu'il s'adapte pas mal quand même. Vous pensez du coup que c'est plus une question que c'est la prod ou ça va être plus ça va être plus la production qui vont enfermer les acteurs dans leur personnage plus que les comédiens qui eux voudraient peut-être plus jouer d'autres choses et s'émanciper. La prod ou le public aussi parce que Jim Carrey, je pense que tout le monde a vu qu'il cartonnait et qu'il excellait dans son personnage de Jim Carrey. Et du coup, après, il y a notamment un film qui s'appelle The Majestic avec Jim Carrey. Et justement, j'ai failli dire de Jim Carrey. Mais où c'est absolument pas une comédie. Enfin, c'est un peu comme Truman Show, tu vois. Et je crois que c'est encore moins drôle que Truman Show. Il y a vraiment... c'est un drame, en fait. Et j'ai trouvé ce film... Enfin, je l'avais vu dans sa filmographie, mais j'ai galéré pour le voir parce que j'ai l'impression que personne connaît ce film. Et comme si le monde entier avait dit Jim Carrey qui fait que du drame et il fait aucune blague dans le film. Non, je veux pas voir ça. Et du coup, il y a un peu ce côté-là. Et du coup, je pense que forcément, le succès amène... la demande a suivi ce qui rapportait le plus de succès. Et là, pour Jim Carrey, tout le monde a vu que c'était, je pense, tout le monde a vu que c'était un génie dans ce style-là. Après, on l'appelle pour des rôles comme ça, quoi. Heureusement qu'il y en a qui essayent de creuser plus loin, et c'est pour ça que ça donne des trucs comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou The Truman Show ou quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est ce qui plaît le plus, surtout au public. Voilà. En fait, c'est qu'après, il a switché et il s'est permis de faire des rôles un peu différents. Et c'est vrai qu'au tout début, il faisait toujours un peu le même genre de comédie, quoi. C'est après où il s'est permis et où il a eu des demandes différentes, sûrement de réalisateurs aussi. Et ça l'a permis de se libérer un peu de ça. Mais bon, voilà, il a dû passer déjà ce cap-là où il a dû accepter tous les rôles où il jouait son personnage, quoi. Je pense aussi à De Funès pour prendre aussi un rôle, un acteur français. Mais De Funès, qui a été connu en étant... il n'était pas vieux, mais bon, il était déjà quand même, il avait un certain âge. Mais sachant qu'avant ça, il jouait des petits rôles où du coup, ses capacités comiques n'étaient pas forcément mises en avant. Et puis dès qu'il a commencé à faire des premiers rôles et à voir que c'était ça qui marchait, du coup, forcément, un peu comme Jim Carrey, on l'a appelé pour après faire ce même genre de rôle. Parce qu'après, je pense qu'il y a même les productions et les producteurs et les réals qui après écrivent des rôles en pensant à cet acteur-là, parce que tu connais l'acteur et tu sais de quoi il est capable dans ce rôle-là précisément. C'est surtout ça, les trucs genre Jim Carrey et tout, à mon avis, c'est surtout ça dont ils sont victimes, ces acteurs-là. C'est qu'on se dit, ah ouais, The Mask, ça a marché, vas-y, on va faire Dumb and Dumber, bon, c'était la même année, mais ça a marché, du coup, on va faire Ace Ventura, ça a marché, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Et du coup, il a enchaîné. Ce sont vraiment des trucs écrits sur mesure, en fait. Mais c'est ça. Et je trouve que Jim Carrey, forcément, quand tu m'as annoncé le sujet de la vidéo, je me suis dit, ok, on va parler de Jim Carrey, en fait, pendant toute la vidéo, parce que c'est des films. Si Jim Carrey n'est pas là, ce sont des merdes. Je suis désolé. Il y a des films dans lesquels il joue. Imagine Ace Ventura avec quelqu'un d'autre que Jim Carrey. C'est un désastre, le truc. Oui, ça s'appelle Docteur Dolittle, et c'est pas ouf. J'ai pas vu. Non, mais non, c'est pas tout à fait pareil. Eddie Murphy, je me l'étais noté aussi, Eddie Murphy qui a porté pas mal de films aussi. Et qui, pour le coup, il y a eu
fut une époque où il y avait énormément de films avec Eddie Murphy qui jouait son clown, quoi. C'était vraiment... Et bien justement, c'est bien que tu parles sur Eddie Murphy, parce que je vais aller un petit peu plus loin maintenant par rapport au personnage. On s'est posé donc ceux qui savent tout jouer et ceux qui portent surtout leurs films et qui jouent toujours un peu la même chose. Eddie Murphy, lui, ce qui est particulier, c'est qu'il était la brèche entre deux genres, entre la comédie et l'action. C'était souvent des comédies d'action, comme Le Flic de Beverly Hills, c'est une comédie d'action. Et il gère bien les deux. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Quels sont pour vous les genres de long métrage où le comédien porte son film? Parce qu'on parle que de comédie depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des genres, d'autres genres que des comédies? S'il y en a, moi j'en ai plein d'exemples, mais vous en avez sûrement vous aussi. À mon avis, moi j'ai les... Vas-y. Non, je t'en prie. Je n'en ferai rien. Non, je pense que les films d'action, et surtout d'une certaine époque, genre les années 80-90, voilà, on avait, évidemment, on pense à Schwarzenegger et Stallone, où du coup, c'est pareil, il y a des films comme dit Guillaume, t'enlèves Schwarzenegger, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et encore aujourd'hui, tu parles des années 80-90, je veux dire, un film avec Jason Statham, c'est un film avec Jason Statham, tu ne le regardes que pour ça, tu t'en fous de qui est le réel, tu t'en fous de tout le reste. Il y a Jason Statham, tu sais que ça va tataner en fait, donc tu regardes, tu vois, c'est... Ça va statamer même. Ouais. Excellent. Et non, excusez-moi. Je pense que ça se fait moins quand même aujourd'hui, c'est pour ça que je parle des années 80-90, parce que après, ça c'est encore notre débat, mais il y avait peut-être plus cette culture de la starification, et il y en avait peut-être moins qui était visible aussi à cette époque-là, où là maintenant on a moins ça. Alors certes, c'est Jason Statham, pour le coup je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je regarde les films avec Jason Statham, c'est parce qu'il y a Jason Statham dedans, et que je suis content quand je vois Jason Statham. Mais en vrai, en cherchant d'autres gars comme ça qui font des films d'action encore, il y en a moins, ou alors c'est moins des têtes d'affiche, quoi. C'est plus des trucs que tu vas trouver dans des trucs un peu plus bis, ou un peu plus... qu'il faut chercher pour les voir, quoi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai que Stallone et Schwarzenegger, c'était des machines à fric parce que ça passait au cinéma. Enfin, les Schwarzenegger et Stallone, ça passait pas, tu les trouvais pas dans les bacs de DVD à 1€, quoi. Ça, c'était des têtes d'affiche avec l'affiche, comme on disait. Il y avait l'affiche, il y avait Schwarzenegger sur l'affiche, il était pris en photo en gros plan, et derrière, tu avais en gros plan Arnold Schwarzenegger. Après, je suis pas forcément d'accord là-dessus, parce qu'à l'époque, on avait tous les films où il y a Schwarzenegger, il a eu sa période un peu le costaud rigolo, où c'était des films d'action, mais aussi où c'était des comédies, genre Jumeaux, tout ça. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu Dwayne Johnson qui a pris sa place, quoi. Et il y a toujours... Voilà, il a juste été remplacé maintenant par d'autres, quoi. Mais c'est lui un peu maintenant qui fait le costaud qui est un peu marrant, cool, sympathique et tout. Je pensais, j'avais oublié The Rock. Non, et puis t'as aussi les... c'est moins récent, mais les Bruce Willis aussi, genre dans les années 2010, ils continuent à faire pas mal de films. Je pense au remake du film avec Charles Bronson, Un justicier dans la ville, Death Wish, je crois, ça s'appelle. Le Die Hard 5, tous ces films-là, tu vois. C'était pas des chefs-d'œuvre, mais ils continuaient. T'avais Tom Cruise encore aujourd'hui. Mais justement, Tom Cruise, je voulais en venir dessus, moi, c'est surtout aujourd'hui. Avant, il jouait dans plein de films et il était vraiment un très bon acteur dans de très bons films. Aujourd'hui, il est plus puissant que le réalisateur, plus puissant que le producteur. Enfin, il est souvent producteur de ses propres films, de toute façon. Il est devenu un ponte de ouf, Tom Cruise. Enfin, c'est autre chose. C'est vraiment... Tout est vendu sur lui, quoi, maintenant. Il a renouvelé, non, c'est pas renouvelé le terme, je sais plus comment on dit, mais il a relancé vraiment le cinéma d'action, et il l'a fait entrer dans une nouvelle dimension. Je crois que c'est lui qui voulait tourner une scène dans l'espace, ou je sais pas trop quoi. Oui, c'est toujours prévu. Enfin, le film n'est pas encore sorti, je crois, mais je crois que c'est fait. Je sais plus. Je sais pas si c'est fait, mais c'est dans les tiroirs. C'était prévu, oui, c'est ça. Ouais. Mais après, même Tom Cruise, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire qu'il c'est le mec qui défie carrément les plus gros studios hollywoodiens, alors que lui, il est tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des studios avec plein de gars qui sont derrière pour gérer tout ça. Une équipe et tout, c'est des entreprises avec des millions derrière et tout. Et sauf que lui, il a juste Tom Cruise, en fait, et il se bat contre eux, et il leur tient tête en plus, parce que là, il a prouvé avec Top Gun Maverick qu'il a fait des scores qui ont égalé des trucs de studio genre Disney et tout. Donc, et puis les missions impossibles aussi, accessoirement. Ouais.
C'est dans vrai que moi, d'autres Tom genres aussi, Cruise, il m'a j'ai jamais remarqué trop qu'il y avait la... Pardon, vas-y Jérémy. Je disais, moi, Tom Cruise, il m'a jamais trop marqué. Parce que j'ai l'impression, voilà, justement, il a pas ce truc d'avoir un personnage spécifique, ou du moins marqué que certains comiques. Et donc, Tom Cruise, moi, comme ça, j'ai mis du temps à remettre son visage et à me dire, tiens, c'est un film avec Tom Cruise ou quoi. Je vois peut-être ce qu'il veut dire dans ce côté. Il a moins ce côté personnage prédéfini, peut-être. Il a peut-être plus un jeu plus banal. Ouais, peut-être. Tu vois, là, j'ai revu Entretien avec un vampire, qui est un de mes films préférés. Mais Tom Cruise, pour le coup, ça aurait été à quelqu'un d'autre. Je pense que le film aurait été bien aussi. Enfin, j'ai pas vu lui en particulier. Il était dans le personnage, il était très bien, mais je trouve pas qu'il a un truc qui marque en particulier. Oui, c'est à la différence des comédies. Après, c'est peut-être aussi enfin, quoi que non, dans les films d'action, comme on disait, il y a quand même un truc très marquant chez Statham ou chez Dwayne Johnson, en effet. Ouais. Oui, tu as sûrement raison. Peut-être parce qu'il a un physique plus banal aussi. Mais... Il est beau. C'est ce qu'on disait justement, c'est que à l'époque, il faisait pas mal de films, même Top Gun. Aujourd'hui, Top Gun, c'est Tom Cruise. Mais à l'époque, c'était un film d'action avec ce mec-là, quoi. Et après, t'as eu les Entretiens avec un vampire, les Collatéral. Bah, d'ailleurs, c'est marrant, parce que dans Collatéral, justement, il est sorti un peu des sentiers battus, parce qu'il a joué un méchant dans le film, tu vois, un tueur de sang-froid et tout. Et je pense que ça a pas mal joué en sa faveur, parce que ça a montré qu'il était assez polyvalent aussi. Et je trouve toujours ça stylé, les acteurs qui sortent des sentiers battus. Parce que tu sais, c'est facile d'être le héros des jeunes, voilà, le héros tout beau, tout propre, l'américain dans toute sa splendeur, le gentil éternel et tout. Et non, lui, il choisit... Bon, après, Collatéral, ça va, hein, c'est pas non plus... il jouait pas Ben Laden non plus. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est... Voilà, c'était un peu un... Ça sortait un peu de ça, mais c'est vrai que quand il est arrivé dans les années 2010 et tout... Vraiment, à chaque fois qu'il sortait un film, c'était un film avec Tom Cruise, tu vois. C'était lui qui devenait la tête d'affiche, tu vois. Les Jack Reacher, ça aurait été n'importe qui d'autre, ça aurait pas été incroyable, je pense, tu vois. Mais le fait que ce soit Tom Cruise, hop, et ben ça, c'était un plus, quoi. Pareil, mais c'est intéressant. C'est intéressant, je pense. Il s'est vraiment approprié les films. Bah, clairement, oui. Au début, le premier, c'est un film de Brian De Palma, le deuxième, John Woo. Tu sens au début que c'est quand même des réalisateurs qui essaient de se mettre à leurs pattes. Et après, il a dit alors Mission Impossible, c'est mon bébé. Maintenant, ok, je veux bien qu'il y ait des réalisateurs qui viennent faire des films, mais c'est moi le patron, quoi. mais je crois que c'est le 2, c'était déjà lui qui avait contacté John Woo, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble ça m'étonne pas, ouais. Et puis maintenant c'est McQuarrie ou je sais pas quoi, c'est un mec que je connais pas, Christopher McQuarrie. Ouais, mais moi non plus je connaissais pas. Il en a fait genre 3 ou 4 dans la saga. Oui. Apparemment maintenant il a, en fait c'est Tom Cruise, je crois qu'il a un peu son équipe à lui avec ses réals. C'est en termes d'équipe technique et tout, je crois qu'il travaille avec plus ou moins les mêmes, il me semble. Avec ses céréales. J'avais compris ça aussi. Moi aussi j'ai entendu ça. Avec céréales, non, c'est ses réalisateurs. Avec céréales, oui d'accord, ok. Non mais oui. Deux fois C. Voilà, donc je comprenais pas. Je l'imaginais se rapporter ses propres céréales sur. Mais genre c'était hyper important. Il se prend son bol de miel pops sur les tournages. Si ce sont pas les miennes, ça ne passe pas. Putain. Ok. Ouais. Moi je suis là, j'essaie de faire un truc intelligent. J'ai une équipe en carton, quoi. Qu'est-ce que je dise. Et sinon, à part les films d'action, est-ce que vous avez d'autres genres? Par exemple, les films d'horreur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialement abonnés aux films d'horreur? Moi, j'avais noté, par exemple, dans les westerns, t'avais Clint Eastwood qui revenait vachement. Ou dans les films de gangsters, Al Pacino, des trucs comme ça. Tu vois, les westerns, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très marquant. Mais t'as des acteurs qui reviennent pas mal dans un style de film, quoi. C'est vrai que j'avais noté Robert De Niro, moi aussi. Dans le genre le mec énervé, vraiment la Taxi Driver, les affranchis et compagnie, quoi. Vraiment toujours le mafieux, le gangster violent et la brute, quoi. Et je pensais aussi aux films historiques, moi. Je pense que... Alors, il n'y a pas des acteurs qui sont connus que pour ça, mais c'est le genre de film où l'acteur principal peut vraiment énormément porter le film sur ses épaules. Et je pense par exemple à Vice, bon, c'est pas le meilleur exemple avec Christian Bale, mais t'as Les Heures Sombres, t'as comment il s'appelait Philippe Seymour Hoffman là, c'est Truman Capote, non c'est pas ça? Sûrement. Enfin des films où ils reprennent un peu des célébrités et puis souvent ça marche bien et. Là c'est pas tout à fait. Alors c'est vrai, c'est une question que le personnage principal, enfin l'acteur porte, tout est basé sur sa performance et sur souvent aussi les maquillages qu'on leur met sur la gueule, mais c'est pas ça qu'on cherche là. C'est pas vraiment cette question-là. Là, c'est spécialement pour un film
donné et spécifique. Nous, on parle plus d'un acteur qui va, dans quasiment tous les films, va jouer la même chose, quoi. Ok. Et donc oui, c'est vrai que dans les films d'horreur c'est quand même plutôt polyvalent. C'est rare qu'on ait un acteur qui reste que dans les films d'horreur, ou alors dans le bis. Dans le bis tu vas retrouver un peu par exemple Bruce Campbell qui a décidé de jouer que dans des films bis. Et donc depuis Evil Dead il s'est dit à chaque fois, même si je fais des apparitions, je fais des apparitions que dans des films d'horreur bis parce que c'est mon délire, tu vois. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, mais c'est des petits rôles souvent. Ils vont pas non plus ça va pas être quelqu'un qui va faire que ça. La comédie romantique, je trouve que c'est quand même quelque chose aussi où il y a des gens, par exemple, je parlais de Hugh Grant, Hugh Grant, en off, justement, j'allais dire. Hugh Grant va être, alors était vraiment axé comédie romantique à l'anglaise à l'époque pendant une longue période, quoi. Il en a fait tellement, et bon, il a réussi à s'émanciper. Là, sort le mercredi un film d'horreur où il joue un psychopathe, enfin un thriller en tout cas, où il joue un psychopathe. Donc il essaie de sortir un peu de tout ça depuis quelques années quand même. Mais c'est vrai qu'il était vachement. Hugh Grant, c'était vraiment le mec qui faisait des comédies romantiques, quoi. Bah après, il y a des il y a des grands films dans lesquels tu joues et forcément, enfin. Il y a des fois des trucs où même si tu joues dans 2 films de ce style-là, mais qui sont des monuments de ce genre-là, bah forcément après très vite, dans la conscience collective, tu vas être plus facilement rattaché à ça. Et c'est vrai que genre là, Hugh Grant par exemple, les deux films qui me viennent en tête, c'est Coup de foudre dans Notting Hill et il fait la trilogie de Bridget Jones. Et donc forcément, ça fait... Bon, déjà, la trilogie, ça fait 3 films d'un coup. Et Coup de foudre dans Notting Hill, c'est déjà... Bon, il y en a une, c'est une trilogie, mais Coup de foudre dans Notting Hill, c'est déjà un film culte. Et ça, dans la comédie dramatique, c'est encore plus culte. Enfin, voilà, c'est... Et du coup, c'est un peu pareil pour... on parlait d'Al Pacino tout à l'heure, de Robert De Niro et tout. Mais Al Pacino... Ben forcément, tu fais pareil, tu fais la trilogie du Parrain. Bon, ben t'es coincé pendant 3 films à jouer le gangster. Et après, tu fais Scarface. Et forcément, c'est des trucs tellement mythiques que même si après ça, tu fais autre chose, ben, les gens, je pense qu'ils vont garder ce truc du « Ah ben oui, Al Pacino, bah oui, c'est le parrain, ben c'est le gangster, c'est le parrain de la mafia. » Et pareil pour Scarface. Donc après, c'est vrai que là, pourtant, tu vois, Al Pacino, il fait des flics, par exemple. Dans Hit, il fait un flic. Et il le fait très bien. Mais voilà, c'est vrai que même moi, le premier, hein, pendant un moment, Al Pacino, pour moi, c'était le gangster, quoi. Mais je comprends, parce que je vais rebondir par rapport à ce que disait Guillaume par rapport à Robert De Niro tout à l'heure. C'est vrai que c'est le genre de personne qu'on enferme un petit peu dans ce genre de personnage. Et Robert De Niro... Du coup, on l'a utilisé dans une comédie, mais en jouant ce genre de personnage pour Mon beau-père et moi. Moi, je l'ai découvert dans ça, donc pour moi, c'était pas un gangster. On va prendre ce qu'il sait faire, mais on va l'inclure dans une comédie pour créer un truc un peu bizarre. Et alors moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est que j'aime beaucoup, j'ai toujours adoré ce film. Je sais pas si vous l'avez vu, ça n'a pas fait un grand succès non plus. C'était le film Stardust avec Ben Barnes. C'est un film fantastique avec une étoile filante. C'est Matthew Vaughn, non, c'est pas ça? Le réalisateur ? Ouais. Peut-être, je ne sais pas. Et lui, il joue un pirate désert, mais sa fascination, enfin sa passion à lui, c'est qu'il aime se déguiser en femme et faire du French cancan. Et sauf que du coup, pendant tout le long, il joue le pirate, genre le chef pirate qui fait comme ça, il joue vraiment le cliché et tout pendant tout le long. Et en fait, après, il est... très tata pendant tout le long, il a oui alors nanana comme ça, et du coup de voir Robert De Niro dans ce rôle là, tu fais waouh. Et c'est fait exprès, le but c'est que en gros on te dit voilà, vous avez l'habitude de le voir comme ça, etc. Et là en fait on vous le montre d'une façon complète, et tu sens qu'il s'éclate à faire du French cancan et de ces machins et tout. C'est très cliché, il joue vraiment le cliché de la folle, c'est n'importe quoi, mais c'est marrant, voilà, parce que tu t'es dit voilà, vous avez un Robert De Niro qui joue toujours la même chose, et vous jouez avec ce cliché au final pour en faire une comédie dans le film, quoi. Et est-ce que vous avez d'autres exemples, par exemple, d'acteurs qui ont joué avec leurs propres clichés ? Moi, j'en ai pas. Mais justement, comme on disait, Schwarzenegger, c'est ce qu'il faisait. C'était le costaud qui faisait les films d'action, Schwarzenegger. C'était Et après, on l'a dit, on va faire des comédies rigolotes avec le mec un peu, qui fait de l'action d'habitude. C'est un peu le même schéma. Oui, c'était sa façon de se renouveler dans sa filmographie, ouais.
Bah ouais, j'avais noté en acteurs justement qui sont vraiment les mêmes toujours. Bah, Hugh Grant évidemment que j'avais noté, mais il a fait aussi 4 mariages et un enterrement, Love Actually. Enfin, tu sais, il y a plein de. Tu te rends compte, nous, on a eu Virginie Efira, tu sais, en France, un peu dans le même genre. Sinon, après, j'avais noté Morgan Freeman, qui est toujours un peu dans le rôle du vieux classe, tu sais, le sage, ouais, le narrateur, le mec classe. Qui donne des leçons de vie, tu vois, dans tout. Hein, il joue Dieu dans Bruce Tout-Puissant et Lucius Fox dans Batman, tous ces films-là. Et même oui, mais il a aussi joué dans Dreamcatcher. Et ça, je crois que c'est son pire rôle de sa vie. Ah merde. Mais il avait des beaux sourcils. Et sinon, il y en avait un, j'aurais été curieux. Bon, il y avait Louis de Funès, que j'avais noté, évidemment, le petit nerveux, hein, toujours. Mais il y en a un que j'aurais été curieux de vous parler de lui. Hein, voilà, la syntaxe est morte, en fait. C'est Willem Dafoe. Qu'est-ce que vous en pensez de Willem Dafoe ? Alors, exactement. Alors moi, en plus, je vais en venir par rapport à ce que tu dis par rapport à Willem Dafoe. Je vais en venir, moi, c'est dans la partie 3 quand je vais lister un truc. J'allais raconter quelque chose qui se rapproche de Willem Dafoe. Willem Dafoe, c'est quelqu'un que tu choisis pour des rôles précis. Parce que tu te dis... c'est un acteur à gueule. Donc on va aller encore plus loin que dans son jeu d'acteur. C'est que lui, on va aller déjà dans son physique. Comme il a un physique particulier, tu vas lui faire jouer des rôles qui ont attrait à son physique. Tu te dis, lui, vu qu'il a une sale gueule, il faut lui faire jouer un rôle pour que sa sale gueule ait une importance. C'est comme ça que je le vois. Il a un physique tellement bizarre que tu lui fais jouer des rôles bizarres. Voilà ce que j'en pense de Willem Dafoe. Et comme Dominique Pinon en France, dans les films de Jean-Pierre Jeunet souvent. Quand tu prends Dominique Pinon, c'est pour lui faire jouer des rôles bizarres. Il a un physique tellement particulier. Tu voulais en venir où, Guillaume, du coup ? Comment ? Si tu nous poses la question, c'est que tu voulais en venir quelque part. Non, j'étais juste curieux parce que c'est le genre d'acteur où très souvent il est dans le surjeu. Hein. Bon, allez, on doit faire notre référence à Karim Debache, c'est bon. Hein, voilà. Existence, voilà. Willem Dafoe dans Existence justement que je me disais, il surjoue pas mal dans celui-là. Ouais. Pour le coup, c'est un peu l'acteur qui surjoue, même le bouffon vert, tu vois. Le bouffon vert, c'est. Ouais, mais là, ça fait partie du personnage de surjouer beaucoup. Oui, non, mais c'est ça. Mais dans beaucoup de films, tu le vois surjouer, s'énerver, surjouer. Ouais. Et il y en a que quelques-uns auxquels je pense où finalement il est pas si énervé que ça. C'est genre John Wick, mais bon, il a un rôle assez secondaire dans John Wick, tu vois. Et j'ai vu The Lighthouse récemment. Alors bon, c'est très particulier comme film. The Lighthouse. Oui. C'est bizarre, on va pas se mentir, c'est bizarre. Mais j'ai trouvé son rôle. Jérémy, si je me souviens bien, The Lighthouse, tu l'as vu en allemand sous-titré anglais. C'est ça, je l'ai vu au cinéma en Autriche. Donc en allemand sous-titré. En allemand en VO sous-titré allemand. J'étais. En VO sous-titré allemand. Oui, en VO sous-titré allemand. Parce qu'en allemand, en allemand, d'habitude, il doit être horrible. Pour certains films, mon anglais est correct, mais là, pour le coup, je sais pas si c'est leur accent ou quoi, mais j'ai rien pompé de tout le film. J'ai dû le revoir. Non, même si tu le vois en VF ou en VO sous-titré français, tu comprends. Je l'ai revu après en VF, parce que sinon, c'est... Mais non, c'est vrai, tu as raison par rapport à Willem Dafoe. C'est vrai qu'il a ce côté du surjeu. Et parfois, je me suis même posé la question si surjouait vraiment. Ou si c'est son physique, si on était tellement des horribles personnes et qui fait qu'on se dit non, c'est pas qu'il surjoue, c'est qu'il a un physique qui a l'air de surjouer. Mais je trouve pas que des putains de racistes. Il y a un autre acteur comme ça, je trouve qu'il est un peu surcoté, c'est Samuel L. Jackson. Je trouve qu'il surjoue beaucoup et c'est le genre de mec qu'on trouve beaucoup. Tout le monde dit c'est un excellent acteur et tout. Et en vrai, je trouve pas tant que ça. Et Willem Dafoe, c'est un peu pareil. Il a des bons rôles, mais après, je trouve pas qu'il joue si bien. J'ai tendance à surjouer. Il y a quelqu'un, en parlant de quelqu'un qui joue pas beaucoup et qui joue pas très bien, je trouve, et qui joue dans beaucoup de films d'action ces derniers temps, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves, il ne sait pas jouer, mais il ne joue. En fait, c'est pas qu'il surjoue, c'est tout le contraire. Oui, voilà, il sous-joue. Il sous-joue en fait. Et c'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il joue pas. C'est un truc. Il ne joue pas, Keanu Reeves, c'est un truc de fou. En fait, il est sympathique, il a un putain de charisme, donc c'est pour ça qu'on suit ce qu'il fait, mais il ne sait pas jouer en fait. Après, je pense qu'il est pas marquant à ce niveau-là, Keanu Reeves, c'est vrai. Je pense que justement là, les rôles qui sont importants et les films. Tous les acteurs qu'on cite, je pense qu'il y a une caractéristique commune, c'est le charisme en fait. Et c'est comme Jay parle de Samuel L. Jackson. Moi, je trouve pas spécialement qu'il joue mal, mais c'est vrai qu'il a juste un truc qui se dégage et qui fait que je pense que pour le coup Samuel L. Jackson, je pense qu'on peut le mettre
dans le genre d'acteur qui a plus ou moins son rôle. Parce que c'est vrai que c'est souvent la même façon de jouer, un peu, je trouve, Samuel L. Jackson. Même s'il fait pas les mêmes personnages, dans son jeu, je trouve qu'il y a toujours quelque chose un peu qui se dégage. Je sais pas comment dire, mais je pense il est reconnaissable, quoi. Mais après, voilà, c'est des gars charismatiques, quoi, tout simplement. Et du coup, c'est des gars qui crèvent l'écran, quoi. Alors, pour ceux qui avaient vu que j'avais marqué qu'il y avait une question cachée si on n'y allait pas sur ce sujet, on l'a frôlé. Le sujet, on l'a frôlé. Et c'est Guillaume qui l'a frôlé. Parce qu'il a cité une femme, Virginie Efira. Parce qu'en effet, c'est un attrait spécialement masculin, j'ai l'impression. On a rarement, ou ça ne vient pas à l'esprit, quelle femme va jouer toujours le même rôle, va être un truc où on va se dire tiens, celle-là, je vais choisir pour utiliser ça et pour faire ça. Tu peux arrêter. Justement, je sais qu'il y en a. Et maintenant que je vous ai lancé dessus, c'est vrai que naturellement, j'en ai pas noté. Et oui, c'est surtout des hommes. Moi, je vais t'en dire une. Michelle Rodriguez. Oh putain, carrément. Vrai, complètement. Mais parce que c'est un garçon manqué. C'est toujours la meuf ultra badass. Un garçon manqué, elle sort quand même avec Vin Diesel dans Fast and Furious. Attends. Ouais, bien sûr. Et après Arel, du coup, est-ce que vous avez d'autres exemples Virginie Efira dans les comédies romantiques. Ouais, alors après, c'est vrai que aujourd'hui, je trouve que complètement. Virginie Efira, au début, j'avais vraiment l'impression qu'elle pouvait un peu. Enfin, si, elle peut un peu tout jouer parce qu'elle est trop forte et qu'elle est incroyable. C'est une actrice incroyable, quoi. Aujourd'hui, elle s'est quand même un peu émancipée entre le côté un peu dramatique et je veux dire, depuis qu'elle joue dans les trucs genre dans le film de Paul Verhoeven, là, avec la nonne, je l'ai toujours pas vu ce film. Ouais, Benedetta. Ouais, voilà, tu vois, je trouve qu'elle a réussi à s'émanciper sur un autre truc. On est loin de la comédie romantique, effectivement. C'est vrai. Non, il y en a une autre, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est Sarah Paulson, je crois, un truc comme ça. Elle joue toujours un peu la névrosée, la meuf un peu qui est paniquée. Elle joue dans quoi ? Elle joue dans... Oh là là, faudrait que je trouve des films. Elle joue dans Ocean's 8, je sais pas pourquoi, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Attends, je vais essayer de retrouver... Allez-y, vous pouvez... Ah, il y en a une aussi un peu... J'ai pensé à la... Moi, c'est pareil, j'ai perdu son nom. Une actrice qui a un physique très bizarre, mais c'est pareil, elle est souvent choisie pour ça. Jérémy, toi qui l'as vu il y a pas longtemps, Tilda celle qui joue dans... Oui, Tilda Swinton, exactement. Ah oui. Tilda Swinton a un physique tellement particulier que pareil, tu la choisis souvent parce qu'elle a un physique particulier et tu vas la faire jouer des personnages assez particuliers du coup. C'est un peu le William Defoe côté un peu androgyne. Ouais, totalement, ouais. Ça c'est clair. Non, et puis il y a aussi Helena Bonham Carter aussi, je trouve, elle joue un peu toujours la meuf un peu perchée, tu vois, qui a un rôle un peu bizarre. Eva Green aussi. Eva Green, dès qu'elle joue une nana un peu gothique, un peu perchée, elle est complètement dans le truc aussi. Mais c'est pour ça que j'aime même d'ailleurs que je supporte pas cette actrice. Mais moi j'avais du mal et puis j'ai vu Casino Royale et puis je suis tombé amoureux d'elle. Voilà. Moi j'ai d'elle, Eva Green, le film que j'ai préféré c'est Perfect Sense. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est génial. C'est avec en gros des gens qui... les sens, c'est une épidémie qui arrive et les sens s'enlèvent peu à peu. Ça commence, je sais plus par quoi ça commence, mais je crois que ça commence par le goût, puis après d'abord le toucher, puis le goût, puis le truc. Et en fait, ils ont une crise juste avant la perte d'un sens et le film perd les sens aussi, c'est-à-dire que à la fin, tu ne vois plus le film parce qu'ils perdent la vue. Du coup, tout est noir. Jusqu'au moment où ils perdent l'ouïe et donc il n'y a plus de son et le film se finit. Du coup c'est super bien foutu et j'ai beaucoup aimé le film. Et là dedans elle était bien parce qu'elle surjoue pas en fait, elle joue une personne tout à fait lambda. Bah écoute, non sinon je suis en train d'essayer de réfléchir. Bah pareil dans le cinéma français le problème c'est qu'aujourd'hui il y en a pas énormément qui me viennent, un peu débordés. Tu as toujours un peu les Mathilde Seigné dans le genre la meuf vraiment tu sais au bout de sa vie, tu sais la mère de famille de 40 ans qui remet tout en question, qui a des problèmes de couple. C'est une actrice française, quoi. Moi, c'est comme ça que je la définis, tout simplement. C'est un peu le principe des films français en général. C'est que les gens sont au bout de leur vie. Je vois ce que veut dire Guillaume dans le côté. Elle est souvent prise pour des femmes matures, mais genre un peu dépassées et qui ont du caractère souvent. Enfin, c'est un peu comme Sandrine Kiberlin aussi, je trouve. Sandrine Kiberlin est dans ce genre-là aussi. Elle a plus le profil victime, Sandrine Kiberlin, je trouve. Oui, je trouve aussi. À subir. Mais sinon, après, là, par exemple, est-ce que
Non, je pense qu'elle y arrive à s'émanciper, à jouer un peu de tout. Est-ce que Adèle Exarchopoulos, vu qu'on la voit beaucoup en ce moment, est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'enferme dans une caricature, vous trouvez, elle, ou pas du tout? Je l'ai pas vue dans un seul film, donc je saurais pas te dire. Je trouve qu'elle a des rôles quand même assez différents, mais... Ouais, c'est ça, donc après, ça rentre après, pas trop dans le truc. Il y a un truc qui est différent aussi, c'est... Parce que là, on mélange un peu, mais c'est jouer un personnage principal. T'as des actrices, voilà, Jenna Ortega, elle va jouer pas mal de trucs principaux maintenant qu'elle est un peu connue. Mais après, est-ce qu'elle porte vraiment le film sur elle? Non, bien sûr, voilà, c'est pour ça que je cherche. En fait, là, c'est vraiment de la réflexion pure, parce que justement, je trouve que dès qu'on parle des femmes, on est complètement paumé. C'est pour ça qu'on devait à la base avoir peut-être une participation féminine au podcast, finalement, qui n'a pas pu se faire. Ça aurait pu être intéressant, qu'elle aurait eu des petits déclics de se dire, bah oui, il y a des femmes. Alors, est-ce que c'est peut-être très cliché de dire qu'une femme verrait plus de femmes? Mais d'un côté, peut-être. Hein. Et ça, je me disais justement, même pas forcément pour les femmes, mais tu vois, Johnny Depp, pour moi, c'est pas un mec qui va porter forcément un film, parce il a pas son personnage à lui, il va jouer à chaque fois des trucs très différents. Alors on va y aller parce que c'est Johnny Depp et qu'il est cool, mais en vrai je trouve pas qu'il a vraiment le truc de on va voir Johnny Depp, c'est le rôle que j'aime bien, tu vois. Il a pas. Mais c'est ce qu'on disait au tout début. Johnny Depp et Gary Oldman, c'est ceux qui vont jouer justement de tout. Pour moi, il va pas vraiment porter un film, tu vois, genre Pirates des Caraïbes, c'est plus Jack Sparrow qui est stylé que Johnny Depp, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément le mec qui va porter le film. Johnny Depp a eu un petit moment comme ça où quand il a eu Jack Sparrow, il s'est un peu déporté à jouer un peu tous ses personnages comme ça dès qu'on lui faisait faire des personnages un peu différents, genre dans Lone Ranger. C'est direct. Même presque son chapelier fou et tout, ils étaient tous un petit peu dans le même genre. Et après, là, il est reparti. Il a beaucoup moins joué en suivant avec tous ces problèmes d'alcool, de drogue et de femmes battues et de machin et tout. Et de caca. Mais c'est vrai qu'il s'est calmé. Après, il s'est dit, je sais quand même jouer autre chose que tout ça. Et heureusement, parce que oui, tu es très fort, Johnny. Donc continue, s'il te plaît, à faire autre chose que Jack Sparrow. D'un autre côté, enfin, tu dis qu'il s'est calmé, mais oui, enfin, je suis plus d'accord pour dire qu'il a arrêté de faire des films, parce que c'est le dernier film de Johnny Depp dans lequel il a joué, ça remonte un peu, quoi. Non, c'est celui de My Wen, du coup, le dernier, là où il joue le roi. Oui, c'est vrai. Qui était bien nul. Ouais, il m'attire pas du tout, j'avoue. Mais bon, au moins, il revenait sur un rôle plus vraiment différent de ce qu'il avait l'habitude de faire, et voilà. Mais moi, tu vois, je me rappelle de certains films avec Johnny Depp que j'aimais beaucoup, qui étaient plus basiques. Genre celui où il écrit Peter Pan là. Je me rappelle plus. Neverland. Voilà, c'était un film beaucoup plus simple et très touchant. C'était très bien de le voir dans ce genre de rôle et ça manque un petit peu Johnny Depp dans des rôles plus basiques quand il joue pas des personnages fous et toujours très maquillés, toujours très honnêtement dans la 9e porte qui est vraiment pas incroyable comme film de Roman Polanski avec Emmanuel Seigné. Mais il est pas mal, son personnage, je l'aime vraiment bien. C'est vraiment du pur Johnny Depp stylé. Et un peu dans From Hell aussi. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non, il y a longtemps. Je l'avais vu à peu près sur Jack l'Éventreur et pareil, c'est vraiment pas mal, je trouve, comme genre de personnage qui peut jouer. Moi, c'était dans Fenêtre secrète que je l'aimais bien, alors que je trouvais que le film n'était pas ouf. Mais j'aimais bien son personnage dans Fenêtre secrète aussi. C'était tiré d'une nouvelle de Stephen King et comme ma passion, c'est de regarder et lire. À chaque fois, j'essaie de lire et regarder un film de Stephen King pour essayer de juger des adaptations, mais j'aime bien me faire du mal. Bref. Mention spéciale à Donnie Brasco, où j'avais beaucoup aimé aussi le film, et pareil, je trouvais qu'il jouait très bien le flic infiltré. Et du coup, quand il était du côté des flics, il jouait très bien le flic, et quand il était du côté des gangsters, il jouait aussi très bien. Mais en fait, il joue bien, mais je trouve qu'il est assez remplaçable, quoi. C'est-à-dire que ça aurait été un autre acteur. Pour moi, ça aurait pas été forcément dérangeant. Ça aurait été un autre bon acteur. Ouais, on reste dans ce qu'on disait dans ce que disait Benjamin. C'est plus une question de charisme. Ouais. C'est ça, parce que moi, à chaque fois, Johnny Depp, je suis content de le voir tellement il pète la classe. Hein. Ah, mais il est très bon. Mais je trouve que voilà, il est à part des mecs comme Jack Sparrow ou justement Burton aussi a su en faire vraiment des bons personnages avec. Mais dans la plupart des autres films que je vois avec Johnny Depp, je le trouve assez insignifiant pour le coup. Moi j'ai perdu, je voulais chercher sur internet, j'ai pas eu le temps, mais ça m'énerve, j'ai pas son nom qui me vient en tête alors que vous connaissez tous son nom. Le mec qui joue dans Big Fish et tout là. Evan McGregor. Lui c'est pareil. Je trouve qu'il a un truc, j'ai un truc sympathie pour ce mec. Quand je le vois dans ce film, j'ai toujours la banane en fait. Je suis toujours content de le voir. Je suis toujours content de le voir en fait.
Enfin bref, nous allons passer maintenant dans la deuxième... Oui, pardon, Guillaume, je t'écoute. Je suis désolé, hein, je voulais juste vas-y. Revenir sur un seul truc, c'était que ce truc-là d'un acteur qui joue toujours les mêmes rôles, c'était un truc qui était très présent dans l'ancienne Hollywood, dans les années 30, 40, 50, 60, d'avoir des personnages qui jouaient toujours, bon je parle pas forcément de Charlie Chaplin et Charlot, tu vois, mais il y a plein, surtout les actrices, tu vois, rien que Marilyn Monroe, tout ça, t'en avais une qui s'appelait Dorothy Lamour, tu vois, qui jouait toujours les rôles de femmes un peu exotiques, c'était littéralement comme ça qu'elle se faisait appeler, tu vois, et surtout tous les mecs, genre les Cary Grant, les Clark Gable, tous ces gars-là, c'était vraiment à chaque fois ils jouaient quasiment les mêmes rôles, ça changeait jamais, c'était un peu les bellâtres, on avait héros vraiment complètement, on avait Gabin, Jean Gabin, nous à notre époque en France, dans ce genre-là. En France on avait aussi ça, mais il y avait un côté un peu vulgaire, tu vois, avec Jean Gabin qui était voulu, tu vois, un côté un peu brut. Oui, voulu, mais ça c'est le côté français. Franchement, enfin, il y avait un côté moins classe. Non, mais je trouve qu'il y en a d'autres, tu vois, genre Bourvil, il était absolument pas comme ça. Et c'est ça que j'aimais bien, c'était Gabin, il avait ce côté un peu brut, tu vois. Et, tu as vu les premiers films, t'as vu Quai des Brumes, des trucs comme ça? C'est dedans qu'il dit t'as de beaux yeux, tu sais, non? Oui, c'est ça. Ouais, je l'ai vu il y a longtemps, mais j'ai vu. Et pareil, il a traversé de Paris, tu vois, c'est le tatoué, tout ça. Mais oui, je suis d'accord que c'est vrai qu'il y a eu une période où, enfin, il y a eu une période. Finalement, ça a toujours été, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que c'était. On a parlé des. Plus marqué, mais parce que mais à il y avait moins d'acteurs aussi. On a parlé des acteurs, mais il y a vraiment ça le cinéma, tu vois. Il y a des duos aussi. Il y a eu, tu vois, quand tu vois tous les films avec Eric et Ramsey, et Palma Show, tout ça, il y a aussi des duos qui peuvent porter un film et qui sont vraiment dans. On joue notre rôle de duo, on est toujours les deux mêmes personnages, et puis voilà, on l'a un peu moins évoqué, mais complètement. Voilà. Mais c'est aussi, il y a peut-être, est-ce que justement, alors à cause ou grâce, je ne sais pas comment dire, de l'ère d'Internet qui fait connaître énormément les humoristes, etc. Justement, maintenant, les humoristes, ils peuvent avoir le droit à leur propre film limite aujourd'hui. Ouais. Et je pense que c'est Internet qui aide à ça, à populariser les gens, à les faire tellement connaître qu'on se dit, allez, vas-y, joue dans un film maintenant. Et est-ce que vous pensez que justement, maintenant, cette fois-ci, les films ont été écrits pour eux, ou limite, eux vont écrire un film? Oui, mais c'est ce qui s'était déjà passé par exemple avec Pee-wee ou Mr Bean, quoi. Ça se faisait déjà. Le clown, il est rigolo. On va te faire ton film sur ton personnage. Est-ce que vous avez des choses à dire dessus, Guillaume ou Benjamin, pas spécialement? Non, c'est vrai que il a évoqué Eric et Ramsey, et c'est vrai que c'était clairement le truc. Alors c'est pareil, c'est comme tu dis, c'est d'un ancien temps, mais pour le coup, oui, c'était vraiment. Il y avait Eric et Ramsey sur l'affiche en gros, avec leur photo en gros, leur nom en gros, et tu regardais le film, tu t'en tapais du réal, tu t'en tapais de tout ce qu'il y avait derrière. C'était juste eux deux qui faisaient pendant 2 heures des blagues entre eux deux, et il y avait que eux deux, et c'était tout quoi. Donc, ouais. Mais ouais, après ça se fait un peu moins. Alors il y a le Palma Show qui fait un peu ça maintenant, et qui carrément co-réalise des films avec des réals aussi. Enfin, je crois ils sont une équipe où ils sont tous les deux, et il y a Jonathan Barré. Ouais, voilà, Jonathan Barré qui les suit, du coup, qui fait carrément, voilà, eux, ça devient presque un peu le réalisateur du Palma Show, quoi. Mais après, je sais pas, est-ce qu'il y a aussi le truc qu'il y a moins de duos aussi, on en voit moins. C'est vrai je sais pas si c'est une question d'époque aussi, mais c'est vrai que nous, on a grandi dans les années 90, où on a eu les nuls, on a eu les inconnus, on a eu Eric et Ramsey. Il y en avait pas mal, et là maintenant ça se fait moins, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... c'est plus l'ère des réseaux sociaux, TikTok et compagnie. Là récemment, il y a un film qui est avec la plus grande, je connais pas le nom parce que je suis pas sur TikTok, mais une des plus grandes TikTokeuses du monde, les plus suivies. Elle a été engagée par Netflix pour tourner dans un film sur un film Netflix. Ah, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai oublié le titre du film. Genre les deux, c'est devenu bon, le film est une merde, mais je pense qu'aujourd'hui il y a ce côté vraiment très business surtout, et là on en a rien à foutre des acteurs, c'est juste que ça va rapporter de l'argent de foutre une star de TikTok en affiche sur ton film, quoi. Et à mon avis, c'est juste des scénarios tout faits, et puis ils se disent bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ce film parfaitement insipide moins insipide? On va rajouter quelqu'un de connu. C'est ce qu'ils avaient fait avec Norman à l'époque aussi, Pas très normale activité. Il faut le mec chef-d'œuvre. Il faut le mec connu. On a un mec connu, il faut le placer dans un truc. En vrai, t'avais Maurice Barthélémy dedans aussi. C'était un film. Ça n'a pas sauvé le film.
Complètement. Je trouve pas ça si catastrophique que ça, mais bon, après, je sais qu'il a pas. Je sais qu'il a pas une aura extraordinaire, mais. Qui c'est qui a mangé mes granolas C'est vraiment le niveau du film, hein. C'est une réplique. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on y pense, dans les on est en train de dévier un petit sujet, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que dans les trios d'humoristes qu'on avait fait, c'était les trois frères avec les inconnus, et moi je trouve ce film incroyable. Encore aujourd'hui, il ne vieillit pas, ce film, il est fou. À chaque fois que je revois ce film, je me dis, mais oui, le premier, non mais oui, parce que les trois frères le retour, il y a la qu'un, non, il y en a qu'un, parce que Guillaume, n'importe quoi. Et non, mais c'est vrai que les trois frères, quand je l'ai revu il y a quelques années, là, je me suis dit, mais c'est fou comment tout aujourd'hui marche exactement pareil, en fait. Il y a rien qu'à changer, c'est un truc de fou, c'est tellement d'actualité, ils sont trop forts pour ça, quoi. Et mais il y a beaucoup, même les sketchs des inconnus, enfin il y a beaucoup de trucs que tu regardes maintenant, mais oui, t'as l'impression qu'ils étaient dans le turfu, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, souvent à l'époque c'était un peu la guerre entre, on est vraiment en train de dévier, entre les nuls et les inconnus, et moi je suis un énorme fan des nuls, j'ai grandi avec les nuls, mais c'est vrai que quand je regarde les sketchs des nuls, si tu connais pas l'actualité des années 90, tu ne comprends rien aux nuls. Que les inconnus, ils arrivaient à faire un humour vraiment plus intemporel. Ils sont intemporels, ouais. Ouais, c'est ça. Bref, on va partir sur la deuxième partie. Désolé d'avoir digressé à ce point-là. Donc la deuxième partie, c'est un film dont la principale qualité est son acteur. Peut-il être un grand film ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand un comédien, par exemple, porte son film, on cite souvent la phrase, et qu'a dit Benjamin tout à l'heure, qui a failli dire, comme il dit, un film de, comme un film de Jim Carrey, soumettant le réalisateur au rang de second rôle. Alors, la question quand je dis, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? En gros, est-ce que vous trouvez que ça rend le film moins grandiose, moins impressionnant dans le sens qu'il pourrait gagner des prix, qu'il pourrait faire quelque chose, juste parce que c'est le genre de film où on se dit oh, ça va, c'est juste le petit film fait pour son acteur et pas un grand film d'un réalisateur. Est-ce que ça perd de sa superbe, un film, à partir du moment où c'est un film fait pour un acteur qui porte le film ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Jérémy, commence s'il te plaît. Je pense que ça peut quand même être un très bon film. Justement, on parlait d'Eric et Ramsey, il y avait La Tour Montparnasse par exemple qui a quand même marqué une génération et qui est devenu assez culte, et le réalisateur, je sais même pas qui c'est, donc parce que c'est pour moi c'est Eric et Ramsey le film, tu vois. Après, je pense que quand c'est des personnages qui ont justement un personnage assez marqué comme ça, je pense que l'acteur doit quand même participer à l'écriture du film. Parce qu'il faut que ce soit ses blagues, son univers, tout ça. Donc il y a quand même un travail avec là, en plus il y a un travail avec le comédien. Pour le cas d'Eric et Ramsey, en plus, c'est des humoristes, évidemment. Pour rejoindre ce que tu dis, quand tu prends des humoristes dans un film et qu'en plus tu les mets en tête d'affiche et tout, je pense que ça coule de source un peu de les mettre dans l'écriture en mode, aussi, profitez-en pour faire. Mais pour autant, le réalisateur, on s'en fout, tu vois. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres, mais ça n'empêche pas que c'est quand même ça reste des bons films. Après, est-ce que ça mérite un Oscar, La Tour Montparnasse ? Je suis pas sûr, mais en tout cas voilà. En tout cas, il y a des ça peut être des très bons films. Après là, j'ai celui-là parce que c'est celui que j'ai en tête, mais il y a eu plein d'autres qui sont portés par des acteurs et dont on oublie complètement le réal. Mais et qui sont pourtant des très très bons films, tu vois. Voilà. Après, il y a peut-être que vu comme la question est posée, c'est peut-être il y a peut-être une différence entre le succès d'estime et le succès. Alors attends, je vais essayer de pas dire de conneries. On peut revenir sur le premier épisode, sur la différence entre un film culte et un film et un chef-d'œuvre. Ouais, non, mais je veux dire, il y a peut-être, je sais pas, peut-être que je vais dire une bêtise, mais est-ce que les films de réal, on va dire, ne sont pas plus propices aux trucs récompensés avec une grosse critique encensée et tout, alors que peut-être sur des trucs avec des acteurs, c'est peut-être plus des trucs populaires, peut-être des succès populaires où ça va peut-être être un peu moins encensé. Enfin, c'est bête, mais Jim Carrey, ça a beau être un de mes acteurs préférés, il a rarement été récompensé et il a rarement joué dans des films récompensés aussi.
Mais à côté de ça, il faisait des cartons au box-office, quoi. Donc c'est pour ça, il y a une différence déjà à ce niveau-là. Mais je sais pas, après peut-être que pour ce qui est des récompenses et tout, on privilégie des films avec une certaine patte ou je sais pas. Mais là où quand tu prends un acteur, t'as la patte de l'acteur, quoi. Donc c'est deux choses différentes. Donc voilà, après bonne ou mauvaise chose, bon c'est relatif. Après, justement, je me posais la question aussi pour Tom Hanks, parce que je me suis dit, il a vraiment joué dans genre les films les plus cultes qui puissent exister. Et après, je me suis dit, mais il a joué. Souvent, c'est des films de Zemeckis, mais que je connaissais pas forcément à l'époque. Donc, je les regardais plus comme des films de Tom Hanks, tu vois. Mais tu vois, des films comme Forrest Gump ou quoi, c'est lui qui marque. Bon, après, voilà. Bon, Zemeckis, ça reste quand même un mec qui a un nom en tant que réalisateur. J'espère bien, oui. Mais tu vois, c'est quand même lui qui porte le film, quoi. C'est quand même Tom Hanks, même Seul au monde, même tu vois La Ligne verte ou quoi. C'est des films où le gars porte le film quand même. Je suis à moitié d'accord avec ce que tu dis. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais Tom Hanks, là, je suis à moitié d'accord en fait. Alors attends, il faut laisser parler d'abord l'expert en Tom Hanks, qui est Guillaume, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense juste que c'est des films qui ont eu du succès et qui sont connus, quoi, et que le dénominateur commun c'est Tom Hanks. Parmi tous ceux-là. Je suis pas un grand fan de Tom Hanks, hein, c'est pour ça que Michael dit ça. Après, j'ai adoré Il faut sauver le soldat Ryan, comme beaucoup de gens. J'ai pas trop accroché avec Forrest Gump. La Ligne verte, c'est un très beau film, mais c'est vrai qu'il m'a pas mal déprimé, hein, forcément, c'est pas très joyeux. J'ai pas vu Castaway, là, Seul au monde, mais j'ai vu assez peu de films avec. Et c'est ça que je me demande, c'est est-ce que je les aime parce que c'est des films avec Tom Hanks ou parce que c'est des très bons films et qu'il s'est retrouvé dedans, tu vois. Pour moi, Tom Hanks, c'est un peu le syndrome exactement comme celui qu'on disait par rapport à Tom Cruise, en fait. Ouais. C'est un truc donné au Tom, je pense. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont leur charisme qui fait que tu le veux dans des putains de grands films, mais c'est quand même des grands réalisateurs derrière les 3/4 du temps. Les films sont de bons films avec de bons acteurs, quoi. Oui, parce que c'est un bon acteur, Tom Hanks. Merde. Ah oui. Guillaume. Non, mais voilà, qui a eu la chance aussi d'avoir les bons rôles. Alors, est-ce que tu pourrais me redire précisément ta question? Parce Bien que sûr. je trouve que c'est assez flou comme... Oui, je sais que c'est assez particulier comme question. En gros, je me demande, quand on prend, comme a dit Benjamin, il a plutôt bien répondu, je trouve. Mais savoir si tu voulais dire un peu plus que Benjamin. Tu me mets la pression, là. Attends. Ouais, quand on se pose la question, est-ce qu'un comédien porte son film? Donc, par exemple, un film de Jim Carrey. Et ça met le réalisateur au second rôle, on s'en fout de qui est réalisateur. On veut voir un film avec Jim Carrey, et c'est tout. Et donc, est-ce que ça rend ce film moins bon? Moins bon dans le sens, est-ce que c'est le fait que le réalisateur soit pas au premier rang, au premier plan, en tant que grand réalisateur ou quoi que ce soit? Souvent, comme a dit Benjamin, c'est pas des films qui se retrouvent aux Oscars, c'est pas des films qui se retrouvent au César, etc. Est-ce que mais ça reste des trucs populaires. Du coup, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Ça dépend des motivations, en fait, de ce qui a poussé les gens à faire ce film. À mon avis, tout part de là. Parce que si c'est un film comme, je sais pas si c'est le bon exemple, mais par exemple Gladiator, tu vois, c'est un grand réalisateur et ça a propulsé Russell Crowe comme très grand acteur d'Hollywood, tu vois, à l'époque, c'était un truc de ouf. Après, il a enchaîné avec Un homme d'exception, etc. Le truc, c'est que ils ont trouvé un acteur et il s'est avéré qu'aujourd'hui, on va dire à Gladiator, oui, c'est le film avec Russell Crowe, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément un bon exemple parce qu'on sait que c'est un film de Ridley Scott. Le problème, c'est par exemple les films de Jim Carrey, c'est que ça a été fait pour Jim Carrey. Ce sont des rôles qui ont été faits pour lui parce qu'il savait que ça allait être un gros succès. Et du coup, il n'y a que Jim Carrey qui pouvait remplir ce rôle-là. Et souvent, c'était des films qui étaient filés à des réalisateurs un peu de seconde zone, tu vois. J'aime bien Tom Shadyac, mais les frères Farrelly... Tu peux me dire Tom Shadyac, il a fait quoi? C'est Bruce Tout-Puissant. Ah oui, ok. Et il a fait un autre film, c'est Menteur avec Jim Carrey. Et d'ailleurs, petite info, petit fun fact, Jim Carrey a refusé un rôle pour pouvoir jouer dans Bruce Tout-Puissant, et ce rôle était tout simplement celui de Jack Sparrow. Voilà. Oh, énorme. Je l'avais entendu. Putain, pour jouer dans...
Mais d'un Et côté, oui. je suis super Moi, curieux. j'ai toujours été curieux. Je suis très satisfait que ce soit Johnny Depp qui joue Jack Sparrow, mais j'ai toujours été très curieux de savoir ce que ça aurait donné si ça avait été Jim Carrey. Ok. Mais pour revenir à notre sujet de base, à mon avis, tout dépend des motivations qui ont poussé à faire le film. C'est sûr que si un film est bon que parce que c'est une masterclass de son acteur principal, dans ce cas-là, je suis d'accord. À mon avis, un film où l'acteur est la figure de proue du film, c'est un film moins intéressant qu'un film où il y a eu du travail à tous les niveaux. Si c'est fait porter par son acteur principal, je pense que c'est pas très intéressant. Ça peut donner des très bons films, comme beaucoup de films de la filmographie de Jim Carrey. Mais à mon avis, comme je disais, c'est plus intéressant quand il y a un travail films, derrière et que c'est un film d'un grand réalisateur magnifique, avec de très bonnes musiques et en plus de ça, de très bons acteurs. Même s'il s'approprie le film, à mon avis, il mérite plus le statut de vrai succès du cinéma, vrai film culte, plus qu'un film où on a juste donné carte blanche à un acteur dont on connaît très bien les capacités. On lui a dit, bah vas-y, tu sais quoi, éclate-toi, vas-y, fais ce que tu veux. Dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'un film qui a travaillé tous les aspects de sa production, on va dire, a plus de mérite qu'un film où on a juste laissé un acteur se faire plaisir dans sa cour de récré, quoi. C'est-à-dire que ça va donner des films populaires, en fait, comme tu disais tout à l'heure, et c'est des films du coup qui vont être assez cultes pour les gens, et ça va pas être forcément des grands films niveau réalisation, niveau mise en scène, tout ça. Alors est-ce que ça en fait des moins bons films, parce qu'on est quand même content qu'ils existent, ces films-là. Après, oui, ils vont pas forcément gagner des prix, ils vont pas forcément, mais je trouve que ça les rend pas forcément moins légitimes, parce que moi, il y a des films, j'aime les regarder parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont tout, et puis d'autres que j'ai envie de rigoler avec Jim Carrey, et puis je regarde un film de lui, tu vois. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, voilà, si tu veux absolument comparer deux choses comme ça, mais c'est pas forcément comparable, je trouve. Après, oui, c'est sûr que des fois, il y a les, comme on dit, les astres s'alignent, et du coup, tu tombes sur un bon réal qui a un nom et qui a une patte et tout, et qui n'est pas, comme disait... Guillaume parlait ce qu'on pourrait appeler les yes man, qui justement, en fait, c'est plus les productions qui arrivent et qui disent, bah, on a ce film à faire, toi tu viens, tu fais ce film, et on prend Jim Carrey pour se faire un maximum de pognon, et puis comme ça, c'est cool. Mais après, il y a heureusement des réals qui sont des noms qui ont quelque chose à raconter, parce que c'est un peu ça le souci, c'est que souvent quand il y a des noms comme ça, comme faut peut-être arrêter de parler de Jim Carrey, parce sinon le podcast c'est est-ce que Jim Carrey peut porter un film alors que c'est bon, Louis de Funès, il a fait 2000 films. Ouais, voilà. Louis de Funès, ou même toutes les comédies qui ont été faites, enfin on l'évoquait aussi tout à l'heure avec Arnold Schwarzenegger, bon, il y a des trucs, c'est juste parce qu'il y a Arnold Schwarzenegger que ça fonctionne. Mais pour revenir sur Jim Carrey, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Mais par exemple, The Truman Show, qui est fait avec Peter Weir, du coup, Peter Weir, c'est quand même le gars qui a fait à côté de ça Le Cercle des Poètes Disparus. Donc je veux dire, c'est pas n'importe quel trou du cul qui fait des comédies de téléfilms, quoi. Oui, c'est un bon réal qui prend un bon acteur pour jouer pour utiliser à bon escient ce qu'il peut proposer, mais tout en faisant de ce film un film à part entière, et pas juste un acteur qui fait le con pendant oui, 2 ça heures, fait quoi. pas tout. Coup, ça fonctionne. Guillaume, je suis vraiment d'accord avec toi, et à mon avis, j'ai un parfait contre-exemple de ce que tu dis. C'est qu'il y a des réalisateurs qui peuvent être assez paresseux, on va dire paresseux, et dire bah voilà, je fais ce film en mode yes man, voilà, je suis un yes man, je vais faire le film, je m'en fous de tout, de toute façon ça va marcher puisqu'il y a Jim Carrey dedans. Mais on va prendre l'exemple par exemple de Arnold Schwarzenegger, comme tu viens d'en parler. À une époque où en 84 il a fait Terminator, en 87 il a fait Predator, en 85 il a fait Commando, enfin vraiment c'était la superstar hollywoodienne du cinéma d'action. En 1990 t'as Paul Verhoeven qui est arrivé et qui a fait bah vous savez quoi, je vais faire Total Recall, je vais complètement m'approprier le film, et en plus de ça je vais prendre une star du cinéma d'action actuel, et alors pour
pour les gens d'aujourd'hui, peut-être que effectivement Total Recall pour eux, c'est Arnold Schwarzenegger qui se retire une énorme boule du pif. Mais pour beaucoup de gens, je pense que c'est aussi un film de Paul Verhoeven. Et moi, c'est un film que j'adore parce que je trouve que c'est avec des très grands acteurs et en même temps, c'est fait par un grand réalisateur qui s'est vraiment approprié complètement le film, quoi. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. On reconnaît parfaitement la patte Paul Verhoeven dedans. Et le fait qu'il ait pris un mec comme Schwarzenegger, parce que techniquement, ça apporte rien au film. T'aurais pu prendre n'importe quel autre acteur pour jouer un agent secret. Enfin, tu vois, c'est pas genre Terminator, où tu vas pas prendre un mec, c'est Laurent Terzieff, il fait 1m65 pour 12 kilos, tu vois. Il y avait ce truc en plus pour Total Recall, justement, de prendre Arnold Schwarzenegger pour... Alors oui, certes, il y a une grosse partie du film où il joue un agent secret, mais à la base du film, c'est quand même un gars qui travaille dans des bureaux en mode... Enfin, je sais plus exactement quel travail il fait. Pas des bureaux, il est sur des chantiers. Ah oui, il fait des chantiers, voilà. Mais je veux dire, voilà, c'est rien qui se rattache à un gars qui vient de l'armée ou quoi. Donc il y avait aussi ce petit truc de dire ok, je vais prendre Arnold Schwarzenegger, mais au début du film ce sera pas genre un ancien mercenaire ou quoi, ce sera un mec qui a un métier lambda et en fait bon voilà, il se trouve que non, mais il y a aussi il y en a aussi pas mal de réals comme ça qui utilisent des acteurs et qui voient justement plus loin que ce qu'on leur montre. Et plus loin que voilà, Arnold Schwarzenegger, et c'est rigolo parce qu'il a des gros muscles et du coup bah tiens, on va pas chercher plus loin, on va faire ça. Et puis il y en a voilà comme voilà, quand encore une fois, quand on prend Jim Carrey et qu'on essaye de lui faire jouer un dépressif dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bon voilà, ça fonctionne tout autant parce que ça reste un bon acteur. Donc, il s'en sort bien. Après là, t'as Gondry qui a quand même une vraie patte à lui et où justement oui, voilà, il aussi, arrive à prendre le pas sur le fait que Jim Carrey, puis surtout Jim Carrey joue pas son personnage habituel, donc il y a quand même un truc où il arrive à se détacher. Justement, alors maintenant nous allons partir dans un autre truc, c'est que on va aller un petit peu plus loin par rapport à cette question. Est-ce que le comédien doit-il s'affranchir de sa caricature pour que le film gagne en qualité? Ou autrement dit aussi, est-ce qu'un film peut gagner en sympathie en utilisant un comédien et en le changeant totalement du genre de rôle dans lequel il joue d'habitude? Je vais poser la question beaucoup plus simplement. C'est l'histoire de faire son Chao Pantin, comme on dit, par rapport à Coluche qui a joué dans Chao Pantin. Il jouait un personnage comique et on lui a dit un jour, voilà, tu as joué un personnage tout le contraire de comique, hyper dépressif. Et il y a plein d'acteurs depuis qui ont fait ça, dont Jim Carrey bien sûr, il avait commencé avec le nombre 23, Eternal Sunshine, ça avait commencé un petit peu, puis après avec le nombre 23, Truman Show, etc. surtout. Le Truman Show, c'était encore un entre-deux. C'est un peu comme The Mask pour moi. Alors The Mask, il y avait quand même... ça a commencé, The Mask, comme, je veux dire, Ip Kiss, le personnage d'Ip Kiss est pas un personnage loufoque. Il commençait à faire son entre-deux avec Ip Kiss, je trouve. Après, il avait vraiment ce truc de la cassure. Ip Kiss était tout simple et sympa, et son personnage du masque était complètement fou. Ensuite, tu avais Eternal Sunshine of the Spotless... tu m'as dit quoi, toi? The Truman Show. Oui, il y avait The Truman Show en suivant. Après, il y a eu Eternal Sunshine, et après, il y a eu le nombre 23 qui était la descente je vais dans le drame, dans le thriller, dans le machin, au point que même en VF, on lui a changé sa VF, quoi. On a dit, on arrête avec Emmanuel Curtil, il est trop sombre pour Emmanuel Curtil, quoi. Enfin, c'était quand même un truc de fou pour le monde entier, le nombre 23, alors que c'est pas un film de ouf en plus, mais c'est vrai que ça changeait vraiment pour lui. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là, de ces gens et de ces acteurs qu'on a complètement dénaturé, on a fait complètement autre chose d'eux, et est-ce que le film gagne en qualité avec ça? Est-ce qu'on a l'impression que ça rend le film mieux? Est-ce que... Voilà. Ça dépend complètement de la prestation de l'acteur. Si tu vas foutre Dwayne Johnson dans un drame social, forcément tu vas te dire, bon... est-ce qu'il joue bien? S'il joue très bien, bah voilà, c'est cool, tant mieux pour lui, c'est très bien. Après, si c'est pour qu'il fasse du Dwayne Johnson, Dwayne Johnson dans des comédies, hein, c'est ce qu'on fait de plus en plus maintenant. Au début, il faisait surtout des films d'action, pure action. Aujourd'hui, on le met dans des trucs un peu drôles et c'est pas ouf. Je suis pas d'accord. Un des films qu'il a révélé, c'est Tous Ferry, là où je sais pas trop quoi, la fée des dents, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Après, il a fait Max la Menace en 2008, qui était une comédie. C'est ça que je veux dire, c'est que c'était pas ouf. Il a toujours fait, c'est un ancien catcheur, il a toujours fait de la comédie, Dwayne Johnson. Enfin, je crois qu'il a jamais fait un seul film sérieux. Enfin, moi, je l'ai connu dans Le Roi Scorpion.
Ouais, là, J'ai pas la ref. Ouais, non, si, il a fait des rôles sérieux aussi à côté. Enfin, je me rappelle d'un film qui a pas marqué les esprits, ça s'appelait Faster, et c'était un truc de pure vengeance. Ah oui, Donc, j'avoue, voilà. oui, complètement. Bah, c'est Kill Voilà, Bill, mais- grosso modo. Ouais. Mais- Mais ouais, non, il a fait d'autres trucs où justement il a essayé justement de jouer. Et je le trouve pas, en fait, je le trouve pas un mauvais acteur, Dwayne Johnson, hein, c'est pas le souci. Mais Ouais, ouais, c'est- il a pas fait que ça, quoi. Bah, il peut faire peur s'il veut, hein, avec un physique comme ça, le Maori de, Ouais. de 2 mètres pour 300 kilos, là, effectivement, oui, tu peux Ouais. avoir peur. Mais j'ai essayé de trouver des exemples d'acteurs comme ça qui sont ultra cantonnés à un rôle et qui d'un coup sortent de nulle part. Et comme d'habitude, ça a toujours été la même chose, c'est Jim Carrey qui est ressorti, c'est Steve Carell qui est ressorti. J'ai pas trop de... J'essaye de réfléchir, alors j'ai pensé du coup à Tom Cruise dans Collatéral. Et moi, j'ai pensé, il joue un en méchant. France, j'ai pensé à Christian Clavier dans Napoléon. Il avait fait un film Napoléon en 2 parties. Alors, c'était un téléfilm, mais c'était un téléfilm assez grandiose et avec au taquet de moyens. Et il avait marqué les esprits. Alors, moi, c'était à l'époque où je suivais pas mal tout ça, la télévision et tout, parce que je regardais beaucoup la télé avec mes parents. Et c'était une période où vraiment ce film-là, il avait marqué les esprits. On se disait, mais putain, il sait jouer des personnages aussi sérieux. Sérieusement, on parle vraiment de j'ai dit qui? Christian Clavier. De Christian Ouais, Clavier. Christian Clavier. Oh putain, la Pardon. musique. Oui, j'ai eu une dorie là. Mais non, et Christian Clavier, ouais, a joué à la perfection un personnage aussi grandiose et important que Napoléon. Et je me disais, mais comme quoi, enfin, moi, c'est lui qui m'a sauté aux yeux quand je vous ai posé la question. Et c'est pour ça que souvent, quand tu prends des acteurs comiques de base, mais qui sont quand même des bons comédiens, et qui a un réal qui se dit, ben moi j'en ai marre de le voir dans du comique, je vais lui donner un truc dramatique, ben souvent, comme Chao Pantin, ou voilà, ou même Jim Carrey quand il a fait des films dramatiques, ben ça donne super bien, quoi. Et voilà, je pense que limite les comiques, c'est ceux qui sont le meilleur après pour rendre du truc... Et t'as cette impression en que fait. ça gagne en qualité le film du coup? Non, je trouve que c'est différent. Il y a des films que tu regardes parce que tu as envie de de rigoler, et d'autres que, voilà, comme je disais tout à l'heure, quoi. Donc pour moi, ça n'a pas le même, c'est pas au même pas moment le même que tu but. regardes les trucs, voilà. Donc pour moi, c'est pas forcément un meilleur ou un plus mauvais film. C'est juste des trucs que tu regardes à des moments différents. Mais- Moi, dans l'autre sens, c'est qu'on parle surtout des comiques qui se sont lancés dans le drame, mais dans le contraire, des acteurs dramatiques, enfin, ou dramatiques, ou d'action, etc., qui sont partis dans la comédie et que tu t'y attends pas. Je pense à Tom Cruise dans Tonnerre sous les tropiques, qui a étonné énormément de monde. On s'est dit, mais sérieusement, Tom Cruise est prêt à faire ça? Mais c'est génial. Ça a vraiment choqué tout le monde à cette époque-là, et c'était génial parce qu'il joue très peu de temps, mais il a marqué tout le monde dans ce film. Alors, j'ai pas vu Magnolia, mais je crois, j'aimerais ne pas dire de bêtises si possible, mais je crois qu'il joue aussi un rôle un peu déjanté dans Magnolia et voilà. Ok. C'est pertinent comme intervention. Bah, si on peut revenir sur un film maudit dont tu nous as parlé dans l'autre podcast, 3 films, Michael, il y a aussi par exemple Romain Duris dans Doberman, C'est vrai. qui Putain, est le genre de rôle où là Il a pour le réussi à coup remplacer ça a Doberman. brisé les codes, hein, parce que tu passes du Romain Duris tout gentil à une espèce de monstre infâme, produit d'inceste, tu sais pas trop quoi, dégueulasse et abject. Donc vraiment c'est là. Après, moi, je sais pas, bon, je vais peut-être être hors sujet, je sais pas. Mais au-delà de ce qui change pour un film, genre on leur dit, voilà, ça c'est un film qui change de ce que tu fais d'habitude, et c'est cool. Mais il y a aussi les acteurs qui changent de personnage en milieu de carrière, souvent vers la fin d'ailleurs. Tu disais Clavier, justement, qui au début était dans les personnages très colériques et tout, et maintenant va plutôt jouer des petits mecs de droite, tu vois. Ou il y a Junio aussi à l'époque. Oui, mais Junio, il reste, surtout, il, re- je pense, il ouais. reste colérique quand même. Ben, Junio, il y a une période avant, après les choristes, tu vois, un petit peu. Non, Ou je même- parlais de Clavier. Même aujourd'hui, Ouais. avec son petit mec de droite, il reste un mec de droite colérique. Ouais, mais pas autant qu'avant, tu vois, pas autant de... Ouais, mais ça, je Enfin, mets je sais sur la pas. question de l'âge, peut-être. Mais Voilà, c'est- c'est ça. Mais même Junio, quand tu le vois par rapport à l'époque bronzée et l'époque maintenant où il joue les mecs un peu, voilà, le papy sympa, et puis, tu vois. Et je trouve que t'as plus du tout le même personnage,
Mais maintenant, il joue toujours le même genre de personnage, mais un personnage différent. Il a un nouveau personnage de lui, tu vois. Est-ce que vous avez d'autres exemples avant que je passe à la partie 3 ou pas spécialement? Sur le fait de s'affranchir de sa caricature, de faire son Chao Pantin, etc. Il y a Pierre Richard aussi qui a complètement changé. C'est pas la caricature, parce qu'il a joué tellement de rôles différents, c'est un peu comme Gary Oldman, mais il y a DiCaprio aussi. J'aurais aimé au moins le mentionner dans la vidéo, parce qu'il y a, enfin dans le podcast, parce qu'il y a vraiment des moments où, je pense notamment à Django, où vraiment il a un peu brisé l'image qu'il pouvait avoir auparavant. Ouais, alors et je trouve après, que avec pareil, les Shutter Island, les trucs comme ça, c'était... Il a pas gardé longtemps son image, un peu comme Brad Pitt. Hein. Je trouve qu'ils se sont vite affranchis du « Ok, j'ai joué 3-4 films avec des beaux gosses, où je jouais le petit beau gosse un peu minot. Je me barre vite de ce rôle-là parce que j'ai envie de montrer que je suis un acteur quand même. » Enfin, ouais, c'est vrai que... Mais après, tu vois, je trouve que si on prend DiCaprio, bon, il a commencé avec Gilbert Grape, où il joue un autiste. Donc c'était déjà assez incroyable, parce qu'il était jeune hein, quand il l'a joué, il était ado. Mais après, il y a eu toute la phase Roméo plus Juliette, Titanic, vraiment un peu le beau gosse et tout. Mais c'est vrai que très vite, ouais, en fait, avec la plage de Danny Boyle, les trucs comme ça, il a commencé un peu à explorer autre chose. Mais ouais, je voulais faire un petit big up, parce que je sais qu'il écoute notre émission. non. Non mais voilà, il fallait parler de Gary Oldman et de DiCaprio aussi, selon moi, dans l'opposé peut-être finalement de ces acteurs-là en fait. Pour moi c'est clairement dans l'opposé avec DiCaprio. Oui, bon bah c'est bon, j'ai compris Mickaël, d'accord. Ok, bon bah nous allons donc passer à la partie 3. La partie 2 a été très rapide, je ne m'attendais pas à ça. Mais nous allons donc passer à la partie 3. Là, vous allez cette fois me lister chacun 3 films qui sont portés par leur comédien principal et on va parler vite fait. Vous me dites pourquoi vous avez choisi cette personne et les autres. Si vous voulez dire un petit mot par rapport au film qui est cité, n'hésitez pas. Nous allons commencer par Guillaume. Et bah au risque de vous choquer, j'aurais envie de dire Pirates des Caraïbes. Tu vois, pour moi, Pirates des Caraïbes, c'est un bon film d'aventure, c'est un film très cool, les trois, enfin même, moi je les aime tous, honnêtement je les aime tous, même La Fontaine de Jouvence et la Revanche de Salazar, ou je sais pas, ils étaient un peu moins bien. La pire note que j'ai mis c'est 6 sur 10 je crois. Un Pirates même des au Caraïbes. dernier, ouais, parce que je n'y arrive pas à détester en fait. Bah ouais, c'est trop dur. Ouais. Et pourtant, il y a des gros red flags, hein. Genre le moment elle a un prénom, Sirena. Oui, j'ai rigolé au cinéma ce jour-là. Stop, mais non, mais c'est vrai que pour moi les 3 premiers sont les meilleurs, mais c'est encore une fois une question de réalisateur. Gore Verbinski est très fort, mais et après c'était bof, mais comme je sais où tu vas en venir et je suis d'accord avec toi. C'est Jack et pourtant Sparrow, le 4 est très cool aussi, hein. Je trouve il a vraiment été, enfin La Fontaine de Jouvence, il a vraiment été rabaissé par le public, mais je trouve qu'il est vraiment très bon. Mais du coup oui, vous voyez où je veux en venir. Pour moi, Johnny Depp apporte toute sa dimension excellente au film en fait, parce que sans lui, je pense, alors est-ce qu'on dit sans Johnny Depp ou sans le personnage de Jack Sparrow, je pense que les deux sont devenus un peu indissociables en fait au fur et à mesure du temps. Du coup, si on enlève Jack Sparrow à Pirates des Caraïbes, après c'est con, hein, tu vas dire ah bah oui, mais si on enlève le Terminator au film Terminator, ça change rien. Mais je trouve que c'est quand même lui qui porte vraiment le film sur ses épaules, et même s'il y a des gros points forts ailleurs dans le film, c'est quand même Jack Sparrow qui reste le point fort, le majeur du film. Et c'est pour ça, j'aurais voulu, alors c'est pas le meilleur exemple, je trouve, mais je me suis déjà fait cette réflexion, je me suis dit, en vrai, si t'enlèves le Jack Sparrow de Johnny Depp à Pirates des Caraïbes, est-ce que, enfin, à quel degré de bien on perd du film, quoi. C'est totalement, mais surtout que, alors la trilogie encore, ça va, mais le 4 et le 5 sont basés sur lui. C'est-à-dire que sans Jack Sparrow, le 4 et le 5 n'ont plus rien. C'est vrai. C'est heureusement qu'il y a Jack Sparrow pour sauver ces 2 autres films. Et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent putain, enfin le cinéma est tremblant à se dire on a envie de continuer les Pirates des Caraïbes parce que ça marche du tonnerre, parce qu'avec les trucs qui se ramassent sur la gueule, Johnny Depp, on n'est pas sûr de pouvoir le prendre dans le rôle, sauf que les Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp, ils commencent à se chier dessus en fait, à se dire est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on va se ramasser quoi. Bah de toute façon, là, je crois que Disney maintenant qu'il a gagné son procès, ils se disent ah non bah en fait il est gentil, on va pas se faire taper dessus. Ils l'ont recontacté là, ça y est, c'est voilà. Mais du coup c'est mon premier exemple. Vas-y, deuxième exemple. Bah le problème encore une fois, c'est que malheureusement c'est des trucs qu'on a répétés pendant toute la vidéo, mais évidemment
j'ai envie de dire Ace Ventura, parce que pour moi, c'est l'exemple le plus frappant, ou peut-être Dumb and Dumber à la limite. Mais pour moi, Ace Ventura, t'enlèves Jim Carrey, c'est une daube, mais ça, fini. C'est déjà le cas. Non, je suis pas d'accord. Il me fait le rire, premier, ça va. Le 2, c'est vrai. Le pire, c'est en Afrique. Le premier, il me fait vraiment horrible. Ouais. Mais le premier, il est marrant parce que c'est. Après, c'est le film, heureusement, il dure pas 2 heures parce que t'as envie de te taper la tête contre les murs. Mais vraiment, c'est vraiment la comédie américaine décomplexée dans toute sa splendeur et ça, j'aime beaucoup. Moi, je me rappelle quand je l'ai revu, Ace Ventura, en me demandant si je l'aimais vraiment ou pas, ou si c'est parce que j'étais petit. Et qu'en fait, quand je l'ai revu, ça m'a fait rire. Mais je crois que la scène qui m'a achevé, où je me suis dit non, mais en effet, c'est génial. En fait, le personnage est tellement insupportable qu'il en est drôle, quoi. C'est le moment où elle dit non, s'il vous plaît, essayez de vous comporter bizarrement et faites pas de choses bizarres. Il fait des choses bizarres, genre quoi? Ça? Il fait un genre de dinosaure chelou et du coup j'ai fait mais putain il est chiant. Il s'arrête jamais. Ouais, quand ils sont devant la porte là du manoir, oui. C'est ça. Et ça me fait mourir de rire, quoi. Je me dis mais il est trop fort en fait. Non, j'adore ce film. Donc je comprends. Le truc avec, le truc encore une fois avec Jim Carrey, c'est que après, c'est pas pour rien non plus évidemment qu'on parle de lui dans ce podcast avec cette question-là, c'est parce que c'est, je pense, on n'en aurait pas parlé autant si c'était pas le cas, mais je pense que c'est l'incarnation du principe de un acteur porte un film, quoi. Oui, je pense aussi. Et du coup, c'est pour ça. Par exemple, je sais que Jay ne porte pas forcément Jim Carrey dans son cœur, mais moi, qui suis un peu moins maintenant, mais j'ai été quand j'étais ado, j'ai été fan de Jim Carrey. Et donc forcément, si tu mets un film en te disant, là, c'est presque comme si tu regardes un spectacle d'un humoriste en fait. Et du coup, même si tu sais que le film n'est pas un chef-d'œuvre, moi les deux Ace Ventura me font rire parce que je vois Jim Carrey faire du Jim Carrey pendant 1h30. Et il y a des fois où ça me suffit juste, quoi. Et c'est vrai que même là j'ai revu les deux il y a vraiment pas longtemps, et j'ai passé un bon moment, quoi. Donc mais parce que voilà, je suis peut-être pas objectif. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Juste aussi, j'aime beaucoup Jim Carrey. Après voilà, moi il y a des films où je le trouve vraiment insupportable quand il fait trop de grimaces. Ace Ventura, ça n'est assez la quintessence. Notamment Ace Ventura en Afrique que j'avais regardé et je l'ai trouvé insupportable. Après voilà, Dumb et Dumb, non, c'était, mais non, mais des fois à un moment il sort d'un cul de rhinocéros. Voilà. Non. Et Bruce Tout-Puissant, je l'adorais quand j'étais ado et je pense que je le regarde maintenant, je passe toujours un bon moment, tu vois. Et puis il a fait plein de films comme ça, et puis même récemment il a fait la série là aussi où il est dans un rôle un peu plus sérieux, mais Kidding, où il est excellent, tu vois. Et je le trouve merveilleux dans cette série. Il est un peu plus sérieux. Elle m'a dévasté, cette série. J'ai regardé la première saison, j'avais envie de m'ouvrir les veines, hein. C'était horrible. C'était déprimant de fou. Ouais. Non, mais après, j'ai dit Ace Ventura pour être vraiment... pour donner un peu dans le grand public, mais je peux vous citer des films genre Braqueur amateur, déjà qui sont un peu durs à regarder avec Jim Carrey, mais alors sans lui, c'est terrible, quoi. Et du coup, pour mon troisième film, j'avais pensé à Louis de Funès, du coup, parce que pour moi, je me disais, je vais peut-être les avoir, ils n'y auront pas pensé, cinéma français des années 60. Et au final, dès la première minute du podcast, t'as Ben qui fait, parce qu'il y a Louis de Funès quand même aussi. Je fais, bâtard. Mais après, c'était quand même assez évident, je pense. Carré français, quoi. Et t'as pensé à quoi de Louis de Funès? Alors de Louis de Funès, au début je me disais La Grande Vadrouille et tout, et je me dis en fait non, ce sont des excellentes comédies. Et j'ai pensé surtout à des films genre qui reposent complètement sur lui, en fait, genre Joe, genre l'Avare. Merci. L'Avare, imagine l'Avare sans Louis de Funès, mais c'est... Non, mais fous ta gueule. Enfin, l'Avare, c'est Molière à la base. Enfin, je veux dire... Mais oui, non, mais... Cimer... L'Avare a quand même 200 ans avant Louis de Funès, tu vois, donc... Mais non, c'est Louis de Funès qui l'a écrit, l'Avare, je comprends pas. Je suis pas d'accord. C'est des films comme ça où il porte un peu le film à bout de bras. Il y a pareil, c'est quoi, Le Grand Restaurant. Ok. Le Grand Restaurant, je l'ai trouvé assez chiant, ce film, quand je l'ai vu. Mais si tu mets Louis de Funès... Enfin, si t'enlèves Louis de Funès au film,
c'est encore pire, quoi. Parce que vraiment, il apporte cette touche, ce côté Louis de Funès, clairement. Et c'est pour ça que La Grande Vadrouille, Le Corneau, L'aile ou la cuisse, La Folie des grandeurs, Rabbi Jacob, tout ça, c'est des chefs-d'œuvre pour moi du cinéma français. C'est parce que ce sont des très bons films dans lesquels se trouve un grand acteur qui est Louis de Funès, entre autres. Il y a aussi les Bourvil, les trucs comme ça. Oui. Mais après, pour l'avare, je reviens vite fait dessus parce que j'ai été véhément envers toi. Parce qu'en effet, c'est du théâtre quand même qui a des centaines d'années, donc c'est abusé. Non, mais bien sûr. Mais dessus. Pour de vrai, il a réussi à se l'approprier énormément, l'avare, parce qu'il y a des scènes de films sans parole qui ont été rajoutées avec la quête. Avec la personne qui le poursuit pendant tout le long à lui demander sa quête là. Alors que tous ces trucs là n'existent pas dans la pièce de théâtre, mais comme bien sûr tout le texte de l'avare, le film a été repris exactement dans la pièce de théâtre, ils n'ont pas du tout dévié, et bien ils ont dû rajouter des trucs sans parole totalement pour faire briller encore plus le personnage joué par Louis de Funès. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est Louis de Funès, il faut tellement que ce soit lui et lui, qu'il faut même montrer qu'on s'en fout que ce soit une pièce de Molière, on s'en fout quoi que ce soit. Et évidemment, il fallait que ce soit Louis de Funès et qu'on montre que c'est lui qui est au-delà de tout. Donc je me moque de toi, mais pour de vrai, je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement pour ça que je dis ça, c'est que le film, quand je vous dis qu'il a été fait c'est pas forcément pour les mauvaises raisons, mais c'est ce qui a poussé les gens à faire ce film. Et pour moi, c'était un film pour Louis de Funès. Et il faut pas croire, Louis de Funès, c'est ce qu'il voulait lui dans ses films, parce que dans les années 60, il avait contacté Uderzo et Goscinny parce qu'il voulait faire une version d'Astérix où il jouait Astérix, et il avait dit à Uderzo et Goscinny, par contre, il est hors de question que je porte une moustache parce que je veux que les gens me reconnaissent. Et lui, ils avaient dit, ah bah non, Astérix sans moustache, c'est mort, quoi. Et c'est dommage parce qu'il aurait super bien fait. Je pense qu'il aurait fait Je l'imagine trop en fait, parce que comme Astérix est un petit personnage énervé tout le temps, ça lui irait super bien, quoi. Et puis il voulait faire Lino Ventura pour Obélix aussi. Voilà. Ok. Et il me semble que moi l'avare je l'avais pas trop aimé. J'aurais pensé, pourquoi pas. L'avare je l'avais pas trop aimé, mais il me semblait que c'était le seul que Louis de Funès a réalisé, quoi. Alors là je viens de voir que en fait il l'a co-réalisé avec un autre, mais en gros c'est le seul film qu'il a réalisé lui, quoi. Parce qu'il voulait vraiment le faire et ça faisait longtemps qu'il y tenait, et d'ailleurs c'est un des derniers films qu'il a fait, quoi. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse, et continuer sur l'avare pour finir, mais là où c'est du génie, et là où je peux comprendre ce que veut dire Guillaume, c'est que, en fait, on parle vraiment de quelqu'un qui s'approprie tellement un personnage que je suis sûr que, certes, c'est une pièce de théâtre très vieille, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens maintenant, ils prennent le livre de Molière et les passages où il y a le personnage incarné par Louis de Funès, je suis sûr que presque tu l'entends en fait, et pourtant et je suis sûr que si tu dois t'imaginer un personnage en lisant la pièce de truc, tu vas t'imaginer de Funès, tu vois, parce que tu sais qu'il a presque volé le personnage, tu vois, alors qu'il était là des centaines d'années avant lui, tu vois. Donc c'est ça qui est fort, quoi. Un peu comme Depardieu avec Cyrano. Tu peux mettre n'importe qui en Cyrano, les gens ont Depardieu en tête, quoi. Et du coup, juste pour terminer, je voulais aussi faire un petit big up à une autre personne qui écoute le podcast. Non, mais c'était aussi Rowan Atkinson, quand même, qui joue très souvent le même genre de rôle. Complètement, et on peut parler de Johnny English, des films comme ça. Il est bien, Johnny English, en plus. Ah, il est trop bien. Ouais. Les suites sont moi, dans ma un peu tête, moins je me disais, j'aime pas Mr. Bean, ça va pas me plaire. Je suis tombé dessus, en fait, je me suis bien marré. Je me suis dit, non, c'est très trop bien. Le premier, il est trop bien. Le 2, il est sympa. Le 3, il est vraiment en dessous. J'ai vu que le premier, du coup. Et j'avais bien aimé à l'époque, faudrait que je le revoie maintenant. Et pareil, j'aime pas le personnage de Mr. Bean, mais celui-là, c'était passé. Benjamin, dis-moi. Oui, alors je pensais pareil, un peu vous surprendre et parler d'un film, d'un acteur qu'on n'a pas encore évoqué. Donc c'est Jim Carrey. Et voilà, je l'attendais. Non, en fait, sa filmographie est composée de ce genre de films, mais je me suis dit que Menteur, c'était peut-être le plus parlant à ce niveau-là, parce que j'ai souvent évoqué les affiches pendant le podcast, et Menteur, c'est littéralement un fond blanc, Jim Carrey, et avec derrière le nom en haut. Il faut se dire que le nom de Jim Carrey est presque plus gros et plus visible que le titre du film, quoi. Enfin, je veux dire, on en est là. Donc voilà, et c'est pareil, c'est pas mon préféré de Jim Carrey, parce que comme disait Jay, il était vraiment là dans une période où il était
bien dans son personnage à fond, quoi, et du coup c'est vrai que c'est un peu fatigant, même si j'aime beaucoup, voilà. Je préfère à la limite les années qui ont suivi où il s'est un peu assagi, là où voilà, cette époque-là me faisait rire quand j'étais un peu plus gamin, et c'est vrai que je revois ça maintenant, j'ai quand même envie de faire des pauses régulièrement pour souffler un peu. Et voilà, parce que Menteur, c'est Jim Carrey dans toute sa splendeur et dans toute sa vitalité de sa jeunesse, de l'époque et tout. Et voilà, et il y a, enfin, je dirais, dans Menteur, il n'y a pas une seule scène où il n'y a pas Jim Carrey, tu vois, c'est que ça. C'est un film d'une heure et demie avec Jim Carrey dans toutes les secondes du film, quoi. C'est fou. Donc voilà, celui-là, j'ai dit que c'était le plus parlant. Et parce que en fait, ce que je me dis depuis le début de ce podcast avec cette question, c'est que moi je pars du principe que dès qu'il y a un principe d'équipe ou des personnages secondaires ou quoi, c'est déjà plus vraiment un film qui est porté par un acteur. Et là, voilà, on est dans ce genre de film avec Menteur qui limite les persos secondaires ou quoi, tu les oublies, tu les connais pas, enfin tu t'en fous parce que il y a Jim Carrey et c'est tout, quoi. Donc voilà. Après, j'avais choisi un autre film avec un acteur qu'on n'a pas encore évoqué ce soir. Je sentais la blague un peu trop. Commando avec Schwarzenegger. Oui, alors c'est Schwarzenegger, mais alors c'est pareil, il y en a plein, donc forcément je ne savais pas trop lequel choisir, mais je me suis dit pareil, le flic à la maternelle. Qui pour moi est pareil, il y a pas, quand je pense à des personnages secondaires qui pourraient épauler plus ou moins le personnage de j'ai failli dire Jim Carrey avec Schwarzenegger, c'est vrai que le flic à la maternelle c'est un peu comme tout ce que je viens de dire avec Jim Carrey et Menteur, je pense. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, honnêtement. C'est pour ça que j'ai pris un peu celui-là, parce que je me dis en termes de est-ce qu'il est accompagné à l'écran ou quoi, et je crois me rappeler que à part les gosses, je crois que c'est pareil, c'est 1h30 de Schwarzenegger qui gueule sur des gosses, et puis non, mais et puis voilà. Si, il y a deux meufs, il y a une collègue à lui, parce qu'à la base il est flic, hein, et donc il y a une collègue à lui avec qui il débriefe souvent, mais très vite il tombe amoureux d'une autre prof, et puis il y a une histoire d'amour qui naît avec une autre prof qui est la mère d'un des enfants qui garde dans sa classe. Mais là pour le coup je dirais plus Commando, tu vois, parce que pour moi Commando c'est le film, mais le film fait pour Schwarzenegger. Il dure 1h27, il a été la réal, elle a été refilée oui, je connais la durée précise, d'accord. Il a été réalisé par un illustre inconnu, je vais vous dire, Mark Lester. Ah mais oui, voilà, le fameux. Exactement. Oui, le fameux, le très célèbre Mark Lester. Et le film, voilà, c'est un bulldozer, il dure pas longtemps, et t'as Schwarzenegger sur absolument tous les plans du film. Il doit être sur, franchement, mais 97% des plans du film. Donc c'est. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Ouais. Et donc le troisième, on l'a évoqué vite fait, mais pour moi c'est un peu mon péché mignon actuel des films d'action, c'est Jason Statham, voilà, que je vois même dans son pire film. Je suis content parce que c'est Jason Statham et que je l'adore. Et voilà, parce qu'il dégage une sympathie qui me parle beaucoup. Et alors pareil, là il y a beaucoup de films de Jason Statham où c'est le seul intérêt du film, honnêtement, avec des scénarios à chaque fois vraiment qui repoussent les limites de l'originalité, hein, sachant que dans tous ces films... Tu parles d'Hypertension Ouais, non, Hypertension, ouais, pour le coup, c'est celui auquel je ne pensais pas. Non, j'allais faire la blague sur le fait que dans tous ces films, c'est un gars lambda qui fait un métier lambda, et puis très vite dans le film, on apprend que c'est un ancien mec de l'armée qui a tué des milliers de gens et tout. C'est clairement ça pendant tous les scénarios de... voilà. Genre le transporteur. Ouais, voilà, bah, du coup c'est à celui-là que je pensais, parce que je pense c'est peut-être celui qui l'a fait connaître, et un boulot normal, il conduit des objets explosifs pour des gens. Ça, non, pas dans ce sens-là, mais non, mais c'est plus référence à ses derniers films. Enfin, je sais, là un de ses derniers, je crois que c'est Beekeeper, qui a quelques années maintenant, je crois, mais pareil, enfin je disais ça parce que j'ai lu
J'ai lu le scénario il y a pas longtemps et c'est ça, tu vois, c'est genre dans une petite ville, un homme que tout le monde pourrait croire normal, on découvre qu'il est en fait un ex-agent de la je sais pas quoi. Alors voilà, j'avais Transporteur en tête. Et pour ces plus récents, pareil, il y a En eau trouble, mais pour le coup, je me suis dit que c'était moins parlant parce que c'est pas vraiment le truc principal du film, tu vois. Parce qu'il y a quand même une équipe autour de lui et tout, donc je me suis dit, bon, ça rentre pas forcément dans les. Surtout, c'est vraiment un blockbuster avec Jason Statham, En eau trouble. Ouais. C'est pas le film d'action qui tourne autour de lui, genre oui, voilà, Front ou Crazy Joe, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'était pas mon exemple. Mais bon, je tenais quand même à en parler parce que le Mégalodon est quand même un super acteur, donc c'est quand même important. Jérémy. Alors, moi, mes 3 films, ça va rester un peu dans le même thème, puisque ça va être un peu des comédies dramatiques. Parce qu'en fait, ton Jim Carrey, comme ça, on n'en parle plus. Ah, mais voilà, justement, Jim Carrey fait partie des mecs qui sont très bons là-dedans. Et justement, je me disais, j'aime bien ce genre de comédie, justement, qui ont aussi du sérieux, parce que il y a des mecs comme Mike Myers qui vont faire des films, mais ça va être que du drôle tout le long. Bravo de l'avoir cité, Mike Myers, ce qu'on a oublié. On en a pas parlé. Bravo. Voilà, mais il y a des mecs comme ça qui vont faire Austin Power ou quoi, mais ça va être que du drôle, que du sketch tout le long. Et moi, c'est marrant de temps en temps, mais en vrai, Mike Myers a joué dans, c'est pas Inglourious Basterds ou un truc comme ça, où il joue un personnage très, alors pas longtemps, mais il joue un personnage très sérieux, où tu te dis mais waouh, ça change, c'est plaisant. Je dis pas qu'il en est pas capable, mais ça fait partie des, voilà, je voulais juste évoquer les comédies comme ça où c'est que du drôle. Et moi, j'aime bien aussi quand il y a une part de drôle triste, tu vois. Et donc le premier que je voudrais évoquer, c'est Robin Williams, qui est vraiment l'acteur où je me dis, je tape juste film avec Robin Williams et je m'en fous des réalisateurs, quoi. Je veux juste voir des films avec lui. Et donc, en premier, j'ai choisi Dr. Patch, qui est vraiment un film magnifique et qui peut en même temps te faire rire et en même temps te faire chialer, quoi. Donc, c'est vraiment... Comme les 3 quarts des films voilà. avec lui, t'as raison. C'est ça. Il est cantonné lui, à ça, quoi. Il a vraiment son rôle de mec touchant et à la fois drôle. Et voilà, j'adore ce mec et je voulais parler de ce film aussi. Visiblement, Guillaume, tu l'as pas vu. J'ai pas entendu, en fait, t'as bugué. Dr. Patch. Dans mon oreille. Ah, Dr. Patch, non, j'ai pas vu. Mais voilà, excellent film où il joue un docteur qui s'appelle Patch. Oui. Il est surnommé, maintenant que tu le dis, évidemment. Patch par un patient pour de vrai, mais oui, c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau film. J'en ai vu très peu. Et pour le coup, c'est un film qui te fait réfléchir sur la mort, sur les trucs, et c'est magnifique, incroyable. On n'a pas parlé de cet acteur, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un mec qui porte des films parce que voilà, comme je disais, on s'en fout du réal. Moi, je veux juste voir des films avec lui, quoi. Mais c'est bien parce que tu as cité en 5 minutes 2 acteurs où on a tous fait ah ben oui, il y a eux aussi, alors que ça fait 3 heures qu'on parle de Jim Carrey et de Schwarzenegger, c'est dommage. Justement, je les ai gardés pour la fin. Ensuite, ça va être Adam Sandler. Qui a tellement joué dans... Putain, qui a tellement... Mais comment on fait pour pas avoir pensé à tous ces... Qui a tellement son personnage que... Adam Sandler, je regrette il a pas, même été... Oui, mais on aurait pu le citer. Il a même été parodié par South Park en mode... alors, Adam Sandler joue une carotte. Parce que c'est vraiment le mec... en fait, on prend un concept et on met Adam Sandler dedans. Et voilà, quoi. C'est une télécommande, elle fait des tours de magie. Adam Sandler, tu vois. Et on prend juste un concept à la con et on met ce mec dedans. Donc, j'ai pas aimé tout ce qu'il fait. C'est un mec avec qui je suis un peu mitigé, mais il a fait un film qui a bercé mon adolescence, qui est Amour et Amnésie, et voilà, oui. que je trouve génial, même encore aujourd'hui. Et alors bon, il y a encore un peu l'humour d'Adam Sandler, mais moi je le trouve très beau, ce film, où en fait il rencontre une femme, mais qui perd la mémoire tous les jours. Et tous les jours, il y a un peu ce côté un jour sans fin, où chaque jour il va devoir aller la voir pour retrouver un moyen de la séduire, en fait. Et même quand il réussit à la séduire, et bien en fait le lendemain elle a oublié qu'ils sont ensemble, donc il est obligé de la redraguer encore, et elle est enfermée dans une bulle où ses parents en gros lui font croire que c'est toujours... c'est la fin, quoi. Voilà, ses parents lui font croire que c'est toujours le même jour, quoi. Ils veulent pas la mettre face à son problème. Et enfin voilà, je trouve qu'il a à la fois il a ce côté un peu, c'est Adam Sandler, quoi. Et à la fois, je le trouve assez touchant, ce film, et voilà, j'aime beaucoup. Et ce qui m'avait vachement touché, alors je vais pas spoiler là, même si on a l'habitude de spoiler, nous, avec 3 films. Là, je vais pas spoiler, parce qu'on a quand même peut-être 2 copains qui l'ont pas vu et qui pourraient le voir. Mais la fin de Amour et Amnésie, ils ont réussi à aller dans quelque chose d'un peu radical, où on aurait pu dire, ouais, il va aller sur une happy end débile.
Et non, ils ont osé aller dans un point qui je trouve assez intelligent, quoi. Et le dernier, qui est aussi un acteur pareil, où je me dis, j'ai juste envie de voir des films avec lui, c'est Will Smith. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Will Smith, qui a ce côté aussi, le mec un peu cool et tout, mais qui est marrant, mais qui a aussi des côtés touchants. Et d'ailleurs, là, j'ai revu, c'était quoi, Cette vie, que je trouve vraiment beau, mais qui est pas drôle du tout pour le coup, mais qui est vraiment magnifique. Bah, je trouve que Will Smith, il a réussi à se détacher et à jouer plein de personnages différents. Mais quoi. il a quand même eu cette période où il jouait Hitch et tout. Et moi, justement, celui que j'ai choisi là, c'était Hancock, où il a vraiment ce mélange de personnages un peu dépressifs, un peu touchants et tout. Et à la fois, ce côté, c'est quand même marrant parce que c'est un super-héros qui est dépressif, quoi. Et en vrai, Hancock, je sais qu'il n'a pas une très bonne réputation, mais c'est un film que j'aime bien, moi. Et je passe toujours un bon moment devant. Il est bien. Il n'a pas bonne réputation, ce film. Il me semble qu'il y a des gens qui le trouvent un peu naze. Moi, je pensais que tout le monde le trouvait plus ou moins sympathique. Mais voilà, moi je l'aime bien. Je pense pas que les gens s'accordent à dire que c'est un chef-d'œuvre, mais je pense que les gens le trouvent cool en général. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la quintessence de ce qu'est Will Smith, quoi. C'est vraiment le personnage qui, à la fois, c'est un peu marrant et à la fois. Il joue hyper bien le mec mal, tu vois, et dépressif et tout. Pour moi, c'est plus, il a connu un peu une rupture, je sais plus, je crois que c'est toi qui disais ça, Jérémy, tout à l'heure. C'est l'acteur, tu sais, qui a fait les blockbusters un peu Men in Black, Independence Day et tout. Et à un moment, il a eu une cassure dans sa carrière et il a commencé à faire des trucs genre Cette vie, Je suis une légende, à la poursuite du bonheur, enfin à la recherche du bonheur, je sais plus. Tout ça, c'est ça. Et moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, autant pour ses rôles, voilà, dans Cette vie, dans des rôles dramatiques, que j'aime autant dans des films comme Bad Boys et tout, où je le trouve marrant. En fait, j'aime beaucoup cet acteur et quoi qu'il joue, je suis content, tu vois. Moi, je reste, pour moi, Will Smith, mon truc de cœur, c'est bête, mais c'est Men in Black. J'adore le premier. Après, il a fait aussi voir Will Smith dedans. Il a fait aussi After Earth. On peut pas faire que des chefs-d'œuvre, mais voilà. C'est assez marrant, mais Will Smith, moi, je déteste le mec, mais j'aime beaucoup l'acteur en fait. C'est bizarre, mais j'aime beaucoup de films dans lesquels il a joué. Mais le Will Smith en tant qu'acteur hollywoodien, je connais pas la personne. Mais en tout cas, j'aime les il a mis une claque aux Oscars, quoi. Je pense que ça en dit long sur le personnage. Je m'en fous de Will Smith en tant que personne, mais j'aime les rôles qu'il joue. Et je trouve qu'en tant que comédien, il est excellent, quoi. Et j'aime beaucoup regarder des films avec lui, même des films... Voilà, maintenant j'ai fait un peu le tour des films connus avec lui, mais j'essaie d'en trouver que j'ai pas vu encore et tout. Et d'ailleurs, Benjamin, toi tu me parlais que tu as envie de voir Ali en ce moment avec lui, qui est aussi un film qui dénote un petit peu, que tu n'as pas vu. Oui, je fais petite parenthèse et je reviens en arrière sur un des choix de Jay qui parlait d'Adam Sandler, et on aurait pu citer Punch Drunk Love, où justement on voit Adam Sandler qui joue un mec pareil qui est à deux doigts de la dépression et qui pète des câbles régulièrement dans le film parce qu'il ne peut plus de sa vie. Et il est très bien aussi, de Paul Thomas Anderson. Mais là, en plus, il a joué dans un film d'un grand réalisateur. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est un peu les... Il a quelle réputation, Adam Sandler? Parce que moi, je l'ai vu dans un seul film, c'était Funny People, et il jouait un humoriste un peu aigri. Et il a la réputation de faire des comédies un peu nazes. Souvent, c'est pour ça qu'ils l'ont pas comédie un peu naze. C'est exactement ça. C'est le seul film dans lequel je l'ai vu, il était en bas, c'est pour ça que quand ils l'ont mis dans Uncut James, les gens se sont dit mais c'est incroyable, il s'est joué complètement autre chose. Et après, sur Netflix, il a fait Ubi's Halloween, là, et que c'était nul à chier. C'est le pire film que j'ai vu de ma vie, quoi. Mais Funny People, je l'ai pas vu, mais apparemment c'est un mélange de drame. Alors c'est apparemment sur le thème du stand-up, mais ça reste quand même assez badant. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que j'ai avec les prénoms aujourd'hui, alors vous allez me le sauter. Marie à tout prix, c'est qui? Cameron Diaz? Non, le mec. Ben Stiller. Putain, mais oui, aussi, on aurait pu en parler. Donc il y a eu Ben Stiller, bien sûr, mais le truc c'est que... Bon, on a parlé de mon beau-père et moi. Comment il s'appelle Ben Stiller? Non, mais non, celui d'avant, du coup, que tu as posé la question. Adam Sandler. J'en ai marre. Ce soir, j'en ai marre. On dirait le jeu pyramide. Marie à tout prix, Cameron Diaz. Ben Stiller. Alors, Adam Sandler avait un peu ce truc de Ben Stiller, mais donc jouait un peu toujours dans les mêmes choses, avec des trucs où il lui arrivait plein de conneries, de machin et tout, mais encore plus pété. Voilà, vraiment,
C'est genre prendre ça, mais à l'extrême, quoi. C'est... Voilà. Pour ça, moi, il y a quelques films comme ça que j'aime bien avec Adam Sandler. Après, je vais pas du tout le ranger dans mes acteurs préférés parce qu'il a fait beaucoup de grosses bouses aussi. Hein. Il a fait plus de films nuls que de bien, j'ai l'impression. Même. Ça, c'est sûr. De mon côté, c'est... Tout à l'heure, j'ai bu une bière qui s'appelle Orange Mécanique, du coup. Orange Mécanique, réalisé par Stanley Kubrick. Exactement. Qui a fait un film d'horreur qui s'appelle Shining. Avec en acteur principal Jack Nicholson. Voilà, et donc tout trouvé, Jack Nicholson. Et donc, quand tout à l'heure tu parles de Willem Dafoe, c'est un peu pareil pour moi avec Jack Nicholson. Il a une tête très inquiétante. Putain. Et donc, quand tu as envie de prendre Jack Nicholson, c'est pour faire jouer un personnage avec une tête inquiétante. Tu ne peux pas faire autrement que de jouer avec sa tête à ce mec. Du coup, j'ai choisi pour le pire et pour le meilleur, qui est un peu un joli entre-deux pour Jack Nicholson, où il joue une comédie, mais où le fait que ce soit un énorme connard bourré de toc est très important dedans, et donc du coup c'est un film que j'aime énormément, mais qui pareil est complètement porté par Jack Nicholson, le fait que ce soit un mec avec sa tête chelou, etc. Enfin voilà, tout est basé sur son physique à ce mec, c'est un truc de fou. Et au fait qu'il joue des gens assez pétés aussi, comme le fait Willem Dafoe. En deuxième, j'ai choisi Bernie de Dupontel, parce que Dupontel joue, en tout cas pendant une période, jouait toujours le même personnage, c'est-à-dire un personnage complètement fêlé, mais parce que, après là on va partir dans un truc un peu plus loin avec Bernie, c'est avec Dupontel en général, c'est que Dupontel c'est un peu comme Astier, c'est quelqu'un qui réalise, qui est auteur et qui fait ses propres personnages. Donc en fait il écrit sur mesure ses propres personnages à chaque fois, donc du coup il joue ce qu'il a envie de jouer. Et généralement, Dupontel joue toujours la même chose, c'est-à-dire un mec complètement barge. Il s'est vachement calmé avec la vieillesse, mais à l'époque, c'était... moi, je déteste Bernie. J'ai choisi un film que je déteste absolument, parce que je déteste les films de Dupontel, je déteste ce mec. Tu regardes Adieu les cons, ça n'a rien à voir, donc oui, là, il s'est calmé. C'est une personne que j'aime, c'est un réalisateur que je trouve assez grandiose, il est très fort, mais je n'aime pas ses personnages, en fait, je les trouve horribles. Et même Le bruit des glaçons de Blier, que je trouve excellent, j'adore ce film, son personnage m'énerve, quoi. Je trouve que Dupontel a tendance à jouer un personnage détestable tout le temps, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, Bernie, je l'ai revu il y a très peu de films. Je l'ai revu il y a pas longtemps, Bernie, et j'aime beaucoup ce film, en fait. Moi, j'aime bien. J'ai pas de problème avec ce personnage-là. Et après, voilà, mais comme tu disais, comme je disais, après, voilà, il a fait Adieu les cons, où il joue complètement un rôle différent. Donc, oui, il s'est calmé, et il joue pas que des mecs. Après, voilà, toi, tu restes un peu. Il y avait dehors, Enfermé dehors aussi, qui était un peu dans le style Bernie. Mais 9 mois ferme, qui était horrible. Mais il a pas fait que des. Enfin, au début, ouais, il faisait des films vachement chelous, assez radicaux, mais je trouve maintenant il garde une patte un peu particulière qui fait que c'est un bon réalisateur, mais il est moins perché quand même qu'à une époque. Oui, c'était vraiment, comme je disais, surtout sur ses premiers films. Ouais. Et après, en dernière personne que j'ai choisie, j'ai voulu choisir une femme, parce que je voulais vraiment parce que je trouvais qu'on n'en aurait pas assez, j'avais été sûr qu'on n'en aurait pas assez, que vous n'auriez pas beaucoup trouvé non plus. En même temps, c'est pas une émission de cuisine. On a parlé... Fallait qu'il en fasse une. Là, on arrive à la fin de l'émission. Il s'est retenu pendant une heure. Estimez-vous. Une heure que je me retiens de faire des blagues dégueulasses, j'en pouvais plus. Mais pour ce qui est de choisir une femme, tu as parlé tout à l'heure de Michelle Rodriguez. Et dans le style de cinéma d'action, il y a aussi Mila Jovovich qui a joué dans Resident Evil. Donc j'ai choisi Resident Evil. Tout, quoi. Non, mais elle a fait aussi donc, le cinquième élément, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle a fait... non, elle a fait un autre film aussi. J'avais cherché sa filmographie pour être sûr de la citer. Paul W.S. Anderson. Et bon, sûrement. Hein. Mais son mari est le père de ses enfants, donc je pense que oui. Mais le truc, c'est que je trouve que c'est quand même assez marquant. Quand tu vois un film avec Mila Jovovich, c'est un film avec Mila Jovovich. Tu sais que tu vas voir un film d'action nul. Réalisé par Paul W.S. Anderson. C'est très précis comme style de film quand même. Et du coup, je me suis dit que elle portait aussi souvent les films parce que elle servait à jouer la meuf sexy et badass, quoi. En tout cas, ce qui est bien, c'est que mes films, ils sont listés. Vous avez rien à dire dessus. C'est-à-dire que, là, à part le cinquième élément, je crois que j'ai rien vu d'elle, donc vraiment.
J'ai vu tous pareil, les Resident Evil. Et pour moi, c'est plus un film de Luc Besson que d'elle qui porte le film. Donc, En vrai, j'ai vu, je crois que les seuls films que j'ai avec Mila Jovovich, c'est tous les Resident Evil, donc ça fait genre 6 ou 7 films. Et le 5e élément. Du coup, je te cache pas que voilà, ma vision des choses est peut-être biaisée, mais je suis pas persuadé que Mila Jovovich soit ce genre d'actrice. Je sais pas. Parce que pareil, j'avais pensé à des meufs, hein, mais juste. Ça rentrait pas vraiment parfaitement. Je pensais à Nathalie Portman aussi, tu vois. Mais je trouve que elle a un peu ce rôle un peu de la fille incomprise, assez intelligente. Mais en fait, je suis sûr que c'est comme ça qu'elle est en vrai, Nathalie Portman, tu vois. Un peu froide et en même temps, parce que j'ai vu Black Swan récemment que j'ai trouvé incroyable. Mais et V pour Vendetta aussi. Et, mais je trouve pas que ce soit un truc très très propre. Voilà, elle a pas un personnage propre. C'est juste qu'il y a. Je pense que c'est fait pour tous les acteurs. Il y a des rôles qui leur vont peut-être mieux au vu de la gueule et tout. Et c'est pour ça Dupontel, j'ai vu, je crois, aucun film avec Dupontel. Enfin, si, peut-être un à la limite. Mais c'est des trucs qui collent à sa gueule, tu vois. Moi, ça m'étonne pas que tu le trouves insupportable dans les films. Parce que quand tu vois sa gueule, tu te dis, oula, c'est un très bon il a pas l'air très commode. Et Alors que dans la vie, complètement, quand tu le vois en interview, c'est le mec le plus adorable du monde, quoi. Alors, juste, on parlait du 5e élément, juste parce qu'un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. La meuf bleue, c'est Maïwen. Du coup, voilà, j'étais pas au courant. Oui. Mais oui, à l'époque où j'ai vu le film, je la connaissais pas. Et du coup, j'ai vu ça récemment. Ah ouais, ok. J'étais pas au courant du tout. Okay. C'est comme la prostituée dans Léon, au début de Léon, c'est Maïwen. D'accord. Voilà, une Maïwen de 17 ans qui sortait avec Luc Besson de 34 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi tout de suite la météo. Ok, bon, non, ça m'a fait... Oui. Ça me chagrine parce que je cherche des femmes. Depuis tout à l'heure, j'ai Sigourney Weaver qui me vient, mais en fait, c'est juste qu'elle a fait Alien, et Alien, c'est 4 films, donc ça fait... Mais à part ça, je crois pas qu'elle ait fait d'autres films. Elle a fait SOS Fantôme. Saga, ouais. C'est un peu comme Johnny Depp avec Jack Sparrow. Helena Bonham Carter, mais elle a fait souvent des seconds rôles aussi. Et des très bons, des rôles marquants, mais quand même des seconds rôles souvent. Mais je trouvais qu'il avait raison, Guillaume. Elle avait quand même ce côté où elle jouait un peu toujours le même genre de personnage, mais un peu loufoque. Elle porte pas le film, quoi. Souvent, elle est reliée au personnage secondaire. C'est vrai. Quoi. C'est vrai. Pour le coup, même la dernière fois que j'ai vu Helena Bonham Carter, c'était dans une des dernières saisons les 2 dernières saisons je sais plus exactement, de The Crown. Et en fait, elle joue la sœur de la reine d'Angleterre. Et en fait, même là où c'est pas du fantastique ou quoi, en fait, la sœur de la reine d'Angleterre, c'est un peu, encore une fois, la meuf un peu à part, qui arrive pas à trouver sa place et tout. Donc même quand elle joue des rôles plus historiques, elle est un peu rattachée au truc de la différente, quoi, un peu de la famille. Donc c'est intéressant de voir ça. Et c'est marrant, ça m'a fait penser à un truc, désolé, hein, et promis après c'est fini, mais ça n'a pas grand chose à voir. Enfin, c'est un peu, il y a l'acteur. Vous avez tous vu The Office ici ou pas? Non. Oui. Yes. Pardon. Mais c'est pas grave. Je vois ce que c'est, je vois les personnages. Tu vois le personnage de Roy ou pas? Je vois ce que c'est The Office, malheureusement. Non, faut pas me dire le nom, mais physiquement, je vois les personnages. Roy, c'est un mec qui bosse chez Vance Refrigeration, là où je sais pas trop. Enfin, l'entreprise à côté, c'est le fiancé de Pam dans les premières saisons. Ah oui. Okay. De Pam est la réceptionniste. Et en fait, ce que je trouve marrant, c'est que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que dans The Office, Jim et Pam sont amoureux. Sauf que quand ils se rencontrent, en gros, Pam est déjà fiancée à Roy. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle développe des sentiments pour Jim et elle va laisser tomber Roy et elle va finir par lui redonner sa bague de mariage pour aller sortir avec Jim et plus tard l'épouser. Et il y a un truc très drôle que j'ai remarqué, je sais pas si vous avez vu Big Fish maintenant. Oui. Ah mais oui, c'est lui, voilà, complètement. C'est celui qui joue, qui meurt sur ses toilettes là. Exactement, voilà, c'est celui qui meurt sur ses toilettes dans Big Fish. Et ce que je trouve très drôle, c'est que quand je l'ai vu dans Big Fish, je me suis dit, oh, c'est marrant, c'est celui qui joue Roy dans The Office. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il était fiancé
à la meuf qui aime les jonquilles, là, et que Evan McGregor a considéré comme sa future femme, et que du coup, il va commencer à lui faire la cour. Roy, c'est l'espèce de grosse brute qui va venir casser la gueule d'Evan McGregor, et elle va le quitter en lui redonnant sa bague, en lui disant non, voilà, je te quitte, et elle allait faire sa vie avec l'autre. Donc c'est vraiment littéralement le même personnage. Dans les des mecs qui se font larguer tout le temps, pour un mec mieux. Ouais, c'est comme Sean Bean qui meurt dans chaque film, lui se fait larguer dans chaque film, quoi. Typiquement. Mais c'est pas qu'il meurt dans chaque film, c'est qu'il meurt de façon atroce dans chaque film, Sean Bean. C'est ça qui est fou. Bon, bah, ça m'a fait super plaisir. Je suis super content qu'on ait enfin réussi à faire cette émission. Et en plus, je trouve que c'était très intéressant. Ouais. Même si à chaque fois qu'on cite un nouvel acteur, ça donne toujours envie d'en citer encore plus. Oui. Et que je sens qu'on va passer encore des jours à s'envoyer. Mais on aurait pu parler de cette meuf aussi. Et puis voilà. Comment on a pu oublier lui Bon, je vous souhaite tous les gars, une bonne soirée. Merci encore à vous. Ah, ok. On aurait dû prendre un shot à chaque fois qu'on parle, on dit Jim Carrey. Vous allez me ruiner 3 fois mon lancement comme ça sur le au revoir à tout le monde. Non, pardon. Allez, yes, merci beaucoup. Allez, je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci les copains, merci à tous. Bonne soirée à vous, merci Mickaël. Ce fut très sympathique. Bonne soirée. Et à bientôt. Allez, bye, à la prochaine. Ciao. Ciao les gars, salut.